So, j'ai dit, OK, on ferme tout. On ferme tous les restaurants, on fait même plus du take-out. We just close everything et on réfléchit. Parce que là, je peux pas réfléchir en perdant des milliers de dollars tous les jours. Toi, t'as pris un prêt de 60 000. Toi, Juliette, t'es à l'aise de nous partager? Oui, moi j'ai emprunté 2,6 millions. Wow, oh my God. Parce qu'il faut savoir que chaque nuit... Ouais. Je pense que j'ai fini cette journée à 3h du matin. Je suis partie à la maison, j'avais pas mangé de la journée, je me suis couchée et le lendemain, j'ai ouvert à 7h du matin parce qu'au départ, Juliette Chocolat, on commençait à 7h. Et après, on a étendu un peu plus tard parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils étaient pas aussi rock and roll que moi. Ils prenaient pas du chocolat. Ils prenaient pas du chocolat intense à 7h du matin. Mais au départ, je faisais comme... Écoute, je crois que je devais dormir 4 heures par nuit. C'était comme... Juliette Brun, bienvenue au Startup Podcast. Tu es la fondatrice et propriétaire de Juliette et Chocolat. Et puis, il y a quelques temps, tu as annoncé la fermeture de tes succursales. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci de nous donner ton temps, de t'ouvrir à nous. C'est vraiment généreux de ta part. Puis, on aimerait retourner un peu dans le passé, puis que tu nous plonges dans les débuts de ton aventure de chocolat, puis ta passion pour le chocolat. Bah écoute, j'ai commencé jeune, je sais pas quel âge vous avez, mais je devais avoir à peu près votre âge. J'ai commencé à 22 ans. J'adorais le chocolat, donc c'était un choix de carrière assez facile de ce côté-là. Puis moi, je venais. J'aime ça. Ouais, j'adorais. Et j'ai été élevée dans le chocolat. Toute ma famille mange du chocolat, donc j'ai toujours été élevée avec du chocolat à chaque repas, à chaque anniversaire. Bref, on mangeait beaucoup de chocolat dans la famille, donc c'était comme pas trop bizarre que je me décide de me lancer là-dedans. Mais surtout, je venais d'un background en finance. Donc, tu sais, je me disais, c'est cool, tu sais, je pourrais utiliser mes finances pour comme la gestion de commerce. Puis, tu sais, développer quelque chose autour du chocolat parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout utilisé à Montréal. En tout cas, c'était au moment où j'ai lancé Juliette Chocolat, donc c'était en 2003, il y avait personne qui faisait du chocolat comme nous, on le proposait. Tu sais, un vrai endroit où on démocratise le chocolat, où on fait connaître le vrai chocolat chaud. L'idée de base, c'était de faire connaître le chocolat chaud au Canada, parce que moi, quand je suis arrivée, vous m'avez proposé du Guru, je suis désolée, je bois pas du Guru, mais je bois rien, en fait, je bois que de l'eau, mais par contre, les étudiants, quand on étudie, ils vont souvent étudier dans les cafés. Oui. Puis moi, quand j'allais dans les cafés, c'est que je bois quoi, tu sais, je bois pas de boisson gazeuse ni rien, je bois pas de café, je bois pas de thé, mais je pourrais prendre un chocolat chaud, sauf que le chocolat chaud qu'on me proposait, c'était genre du lait avec un peu de poudre brune et un peu de sucre. C'était franchement pas les chocolats chauds que j'avais l'habitude de connaître, donc j'étais comme, il doit y avoir une alternative pour des gens comme moi qui boivent pas de café, pas de thé, puis qui veulent quand même aller étudier dans un café, puis je peux pas ne rien consommer, tu sais. Donc, c'est parti-là, un peu, cette idée-là, tu sais, parce que j'étais un peu out of the norm. T'avais besoin de ta dose de chocolat. J'avais besoin de ma dose de chocolat, oui, parce que ça a le même effet que le café. Hein. Dans le chocolat, il y a un effet un peu excitant qui réveille. Donc, tu sais, quand t'étudies, ça fait du bien, c'est réconfortant, puis quand il fait froid comme ça... ouais. Moi, je suis partie, là, des dernières semaines, chocolat chaud. Mais voilà, c'est hyper réconfortant, tu sais, d'avoir une tasse de chocolat chaud dans les mains, c'est sans même commencer ta première gorgée, juste le fait de tenir une tasse chaude, ça sent bon. Tu sais, c'est comme, je sais pas, tout le rituel, je trouve, était vraiment adapté au climat canadien. Donc, j'étais comme, OK, on se lance dans le concept Juliette Chocolat. Ça va être comme tout sur le chocolat, mais essentiellement les chocolats chauds. Donc, je voulais vraiment copier Starbucks, mais avec le chocolat chaud. En Starbucks, ils font des cafés avec de la crème fouettée, avec des saveurs, avec du lait écrémé, du lait full fat. Bref, je me disais, il y a vraiment des millions d'options. On va faire exactement la même chose, mais avec du chocolat chaud. Des chocolats chauds avec plein d'options, des guimauves grillés, you know. Ouais. Donc, c'est parti de là, l'idée. Mais après, c'est parti genre, attends, si on fait du chocolat chaud, on pourrait faire des desserts à base de chocolat, on pourrait faire des fondus, on pourrait... Puis, the list went on and on. On avait tellement d'idées que j'étais comme, OK, I think we have something. Puis, tu sais, au début, ça a été vraiment de dire, si on se lance, on fait ça bien, tu sais. Donc, voyons, tu sais, peut-être que moi, c'est juste ma tête un peu de comme hooked on chocolate, qui est en train de voir ça comme étant quelque chose de plus gros que ce que ça pourrait être. Je vais quand même demander l'avis d'autres personnes. Et quand je parlais avec d'autres personnes, tout le monde, my God, c'est tellement une bonne idée, tu sais. Genre, unanime. J'avais pas une seule personne qui me disait, hey, je suis pas sûre, you know. Tout le monde me disait, Juliette, go. C'est sûr, c'est un super concept. Mais personne n'aime pas le chocolat. Ah, non, je t'écoute parler, là. Moi, je suis une fan de chocolat. J'en raffole. Puis, en fait, personne il y a des gens qui aiment pas le chocolat. Il y en a qui l'aiment. J'ai l'impression que c'est comme, soit t'aimes ça, soit tu l'aimes moins. En tout cas, mettons, mon chum, il aime pas le chocolat. Hein? Non.
Chaque fois que je lui propose quelque chose avec du chocolat, il me dit non. Ben voyons. Ouais, mais alors, moi... je vais te dire, j'ai une citation chez Juliette Chocolat, c'est Vas-y. 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Moi, je dis toujours, C'est les clair, je lui personnes dis qui ça. n'aiment pas le chocolat, c'est qu'ils n'ont pas goûté le bon chocolat. Parce T'as qu'il n'y a pas raison. un seul type de chocolat. C'est vrai. Il y en a vraiment, il y en a du plus sucré, du plus amer, il y en a avec plein. Quand tu goûtes les grands crus, maintenant, le monde du chocolat s'est vraiment ouvert depuis les 20 dernières années. Tu sais, t'as plus juste les 3 types de chocolat qu'on connaissait il y a 10 ans, 20 ans. On parlait de chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Maintenant, il y a les grands crus, il y a le chocolat, le chocolat rose, j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelle, mais en tout cas, vous l'avez vu, le chocolat rose? Non. Non. Non, j'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Mais il y a plein de différents types de chocolats qui sont rajoutés à la gamme de chocolat. Donc maintenant, je veux dire, quand quelqu'un dit j'aime pas le chocolat, c'est comme dire, je sais pas, moi j'aime pas les légumes. Tu sais, il y a aucun légume C'est qui pire. se ressemble. Hey. Tu sais, je veux dire, ok, tu veux peut-être pas aimer les brocolis, mais peut-être t'aimes les carottes ou peut-être, tu vois. Exact. Donc pour moi, 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. J'adore, ça fait tout son sens. Moi, je suis 100% une fan de chocolat sur un menu. Du moment que je vois un plat avec du chocolat, c'est ça mon choix. Genre raffole. Fait que j'étais moi-même consommatrice chez Juliette et Chocolat. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, nous, on vient de Sherbrooke, comme on t'a mentionné. Puis avant, il y avait un restaurant qui s'appelait Cacao 70 à Sherbrooke, tu connais. Oui. Puis, oh mon Dieu, je pense que j'étais là chaque semaine. C'est vrai? Oui, puis il y a une cliente au Euphorie qui travaillait là-bas, bref. Puis, j'y allais toujours, les serveuses me connaissaient, je prenais toujours la grappe, chocolat framboise. Oh mon Dieu, j'aimais ça. Puis quand ils ont fermé, j'étais tellement triste parce que... Puis là, on va en parler davantage, mais je trouve qu'il y a un manque dans le marché pour cette demande-là parce que, comme tu dis, tout le monde raffole du chocolat. Puis j'ai vraiment hâte de découvrir davantage ton histoire puis comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que, mon Dieu, le chocolat, c'est tellement bon. Ben oui. J'en voudrais partout des succursales qui travaillent là-dedans. Fait que là, t'as une passion pour le chocolat il y a quelques années. C'est quand que t'as lancé Juliette et Chocolat? Ça fait combien d'années? J'ai commencé officiellement. Les portes du 1er juillet de chocolat ont ouvert le 1er juillet 2003. Donc le 1er ça juillet fait 20 2023, ans, là. j'ai fêté mes 20 ans. Wow. Ouais. C'est fou, I là. know. Moi, C'est honnêtement, exceptionnel. surtout que pour moi, je suis encore dans ma vingtaine, là. Tu sais, j'ai pas vieilli. Le chocolat m'a gardée jeune. mais, va continuer. mais quand on compte les années, ça fait vraiment 20 ans. Ouais. Wow. J'étais ouais. petite. Wow. Puis là, moi, j'ai plein de questions aussi de ton côté familial. Tu sais, à ce moment-là, t'étais où dans ta vie? Est-ce que t'avais ton conjoint, tes enfants? Parce que là, on sait que t'as 5 enfants. Oui. 5 5 enfants. enfants. Une belle entreprise comme ça. Comment ça... Tu sais, t'étais où dans ta vie, bref, en 2003? Mais moi, quand là? j'ai commencé, et c'est pour ça que je dis toujours, tu sais, j'ai commencé dans une période dans ma vie où j'avais que moi à m'occuper. J'avais pas d'hypothèque. Oui, j'étais déjà avec mon chéri, mais on n'était pas encore mariés, mais on était déjà ensemble. Mais j'avais, en gros, tu sais, je finissais mes études, puis j'avais l'avenir devant moi, tu sais. Donc, je m'étais dit, si je me lance maintenant que je me plante, bah, dans le pire des cas, tu sais, je veux dire, je me relève et je prends un boulot ailleurs. Tu sais, j'avais quand même un diplôme en finance. Je me disais pas, ça va être difficile de trouver du travail. Tu sais, je pourrais trouver à peu près n'importe où. Donc, dans ma tête, c'était vraiment, je lance ça, hope for the best, plan for the best. Puis si jamais ça marche pas, bah, tu sais, je me redresse, je me relève et puis on continue. Puis ça va pas m'endommager. Moi, je dis aujourd'hui, quand je vois des mamans qui se lancent en affaires, je dis, hey, chapeau, parce que quand tu as une famille, tu sais, des responsabilités qui sont quand même, tu sais, des remboursements de maison, de voiture, tu sais, ça rajoute une charge de stress additionnelle qui est colossale. Moi, j'étais comme vraiment, tu sais, à part le fait que j'utilisais toutes mes économies pour ouvrir Juliette Chocolat, tu sais, le pire des cas, c'est que je perdais tout. C'est quand même pas la fin du monde, quoi. C'est de Ouais, l'argent. je crois que tu soulignes quelque chose de très pertinent. Vraiment. Hier, j'écoutais un podcast de Diary of a CEO. Je sais pas si tu Oui. connais. Camille et moi, on aime Oui. beaucoup. Puis, il parlait avec un invité qui mentionnait exactement ce que tu viens de dire. Tu sais, quand tu es jeune, quand tu sors de l'université ou peu importe tes études, c'est vraiment le moment où travailler soit dans une start-up ou bien te lancer ta première entreprise parce que la prise de risque est tellement moins élevée. Tu sais, puis même on sait, là, quand tu te lances en entrepreneuriat, ben souvent, c'est vraiment toi, personnellement, qui va écoper si ça se passe pas comme prévu. Tu sais, si tu fais poursuivre quoi que ce soit. En général, au début, c'est un petit peu toi qui es en danger. Mais si t'as pas de maison, t'as juste un auto, tu sais, ils iront pas chercher grand-chose. Ben, là. moi, depuis que j'ai acheté la maison, je suis comme ça. Avant, j'étais en appart. Là, je suis comme, hey, ma maison, je l'aime, là. Ben, Tu sais, oui. les enfants vivent dedans, justement, le chum, le chien. Là, tu peux pas perdre tout ça, là. C'est Non. ça. Fait que c'est Ça le bon ajoute une moment. pression. Puis, effectivement, les mamans, les adultes maintenant qui se lancent, tu sais, ça prend beaucoup de courage. C'est d'autres à leur honneur, mais c'est Ouais. cool que tu l'aies fait quand tu étais jeune. Mais 20 ans, wow! Ouais. Hey, je croyais pas que ça faisait aussi longtemps. C'est fou, là. Donc, Ouais. t'as vraiment une grande histoire. Ta première succursale, tu l'as ouvert où?
Je l'ai ouverte sur Saint-Denis, dans le quartier latin. Je voulais être dans le quartier latin. Je sais pas pourquoi, mais ce quartier-là m'a toujours fascinée en étudiant à McGill. À chaque fois que j'allais sur la rue Saint-Denis, dans le quartier latin, je trouvais qu'il y avait comme une espèce de vibe, une énergie que j'aimais vraiment bien. Puis tu sais, je sais pas, un lifestyle que j'aimais bien. Et je m'étais dit, Juliette Chocolat, ça va être là. C'est là. Puis bon, en même temps, je me disais, si jamais c'est pas là, je vais quand même chercher plus loin que juste le quartier latin, c'est quand même petit. Mais tu sais, c'était comme my dream spot. Wow. Et j'ai cherché partout dans Montréal, je ne trouvais pas dans le quartier latin. Et finalement, un jour, je suis tombée devant ma succursale, fermée, à louer. I'm like, oh my God, that's the place. Puis c'était vraiment the place parce que je travaillais avec une agente immobilière qui me représentait pour trouver des locaux. Puis je l'appelle, je dis, j'ai trouvé un local sur la rue Saint-Denis, genre je suis sûre c'est celui-là. En plus, il restait des équipements dedans. Et ça, je dis, je pourrais réutiliser les équipements. C'était un 20 août. Puis tu sais, je me disais, c'est parfait. Parfait, coffee shop, je peux réutiliser genre plein de trucs qu'ils utilisaient. Puis comme ça me fera un investissement de départ moins important. Puis elle me dit, OK, parfait, j'appelle, donne-moi le numéro. Elle appelle, elle me rappelle, ça m'a été appelé. Juliette, tu ne devineras jamais, c'était mon ancien chum à l'école. Comme quoi, tu sais, quand toutes les écoles s'allient. Oh mon Dieu! Et ça a tellement aidé dans comme les démarches et ça, parce que... Il y avait confiance. Ben oui, tu sais, puis déjà, ils se sont retrouvés, puis ils avaient fini en bon terme, c'était just, life qui s'était mis in the way, puis voilà. Donc, ça a été vraiment comme tout, c'était... J'étais due pour ouvrir dans le quartier latin, ça devait être ma première succursale, puis ça a été extraordinaire. Oui, comment ça s'est passé, l'ouverture d'une première succursale à 22 ans? Ouais, ça a été rock'n'roll. Est-ce que, avant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ta famille? Pas du tout. OK. Je suis la première. Donc là, tu plonges dans le bassin, dans l'océan. Let's go. Ouais, surtout que ma mère était comme, mais ma fille, mais qu'est-ce que tu vas faire? Genre, la restauration, worst decision. Oh non. Mon père, en arrière, qui lui a travaillé dans l'administratif et tout ça, qui travaillait dans des grosses institutions, il me dit, vas-y, ma fille. Lui, il a vécu un peu de frustration, je pense, parce que, tu sais, quand tu travailles dans des grosses institutions, il y a vraiment des protocoles à suivre, et puis tout est très, très long. Tu sais, puis lui, je pense il avait un cœur d'entrepreneur, de vouloir que les choses avancent plus vite, etc. Donc, tu sais, je pense qu'il y a toujours un peu cette frustration-là. Donc, sa fille qui veut se lancer en affaires, genre, 100%, vas-y, c'est génial. Moi, je t'encourage, je trouve ça génial. Puis ma mère, de l'autre côté, qui disait, je trouve pas ça, tu veux pas un boulot, 9 to 5, si tu veux des enfants, tu sais, qu'est-ce que tu vas aller te mettre? Là, t'as aucune idée si ça va marcher. Enfin, tu sais, j'avais vraiment les deux opposés. Les deux extrêmes. Puis, donc, c'était assez rigolo, mais personne n'en a affaires non plus. Donc, c'est pas facile quand il y a personne qui peut nous guider un petit peu, tu sais, nous dire, écoute, fais pas ça, mais fais ça, fais attention à ça. Tu sais, non, je suis partie en disant, il faut que I have to trust my gut, il faut que je fasse des décisions réfléchies quand même, mais tu sais, on y va, et puis on espère que tout ce que j'ai planifié, je l'ai bien fait, puis il faut, tu sais, trust the process. Wow. Est-ce qu'à travers le temps, tu as réussi à trouver des mentors avec qui t'accrocher puis te soutenir? Écoute, je te dirais... Pas autant. Je pense que c'est une des choses que j'aurais dû faire plus, mieux réseauter, mieux m'entourer au niveau de personnes plus compétentes que moi. Parce que je me suis bien entourée avec des personnes qui ont grandi avec moi. Mm-hmm. Mais tu sais, une des forces des entrepreneurs qui réussissent très, très bien, c'est d'être capable de trouver quelqu'un qui va être, tu sais, très fort, meilleur que toi dans plusieurs aspects de la gestion de ton entreprise pour t'élever un peu plus haut. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé des personnes pour venir nous coacher, etc. Mais on en parlait plus tôt, c'est pas toujours facile de trouver une chaussure à ta pointure. C'est parfois, la personne t'accompagne jusqu'à un certain point, puis au bout d'un moment, tu sens qu'il n'y a plus assez pour t'accompagner un petit peu plus loin. Et puis, parfois, le rôle de coach, c'est pas évident, parce que le rôle de coach, c'est pas tes billes. Tu donnes des conseils à quelqu'un, mais ça marche pas. Au bout de la ligne, c'est vraiment toi qui dois vivre avec les décisions que tu prends, tu sais. Donc, je trouve que de travailler avec des personnes qui sont pas juste coach, mais qui ont vécu, tu sais, un processus similaire, qui sont capables de t'accompagner dans le processus, pas juste théorique, mais réaliste de ce qui est capable d'être fait avec les budgets et les contraintes de ton entreprise actuelle. Disons que ça a été un peu compliqué. J'ai pas toujours trouvé les personnes adéquates. J'ai trouvé soit des personnes qui étaient vraiment trop qualifiées, puis qui me donnaient des choses à faire, qui étaient des bonnes choses à faire, mais qui étaient peut-être trop avancées pour le niveau où on était, et versus aussi d'autres personnes où j'avais l'impression qu'on bougeait peut-être pas assez vite pour ce que j'avais besoin au niveau de ma croissance. Je comprends. Puis justement, si on revient à l'ouverture de la première succursale, comment ça s'est passé? Puis ensuite, ça a pris combien de temps avant que tu en ouvres une deuxième? Ça, c'est une bonne question. J'ai commencé, donc la première, ça a été vraiment... on n'est jamais prêt
pour ouvrir. Il y a toujours quelque chose qui te dit non mais ça c'est pas parfait, non mais ça. Puis moi sur la vitre, enfin la fenêtre en avant, j'avais marqué ouverture juin 2003. Et évidemment en juin on n'a pas ouvert. Enfin, première semaine de juin, on n'a pas ouvert. Deuxième semaine de juin, on n'a pas ouvert. Et puis, bref, jusqu'à ce qu'on arrive au 1er juillet, mais ça arrêtait. Ou même, est-ce que j'avais mis mai? Je sais plus. En tout cas, c'était vraiment long. Je m'étais vraiment plantée. Bon, on faisait tous les travaux nous-mêmes. Et on était vraiment sur un budget restreint. Donc, je voulais vraiment m'assurer que je dépensais pas au-delà de ce que j'avais prévu dans mon budget. Puis, finalement, le 1er juillet, ce qui s'est passé, parce que j'avais mes équipes qui étaient là, on était en train de faire la mise en place, etc. Mais on n'était pas prêts pour ouvrir. J'avais pas prévu d'ouvrir cette journée-là. Et puis, j'ai un de mes chapeaux rouges qui a comme laissé la porte ouverte. Puis, les gens ont commencé à rentrer. Puis là, we were like, oh my God, yeah. Les gens ont commencé à rentrer, mais vraiment, genre, tu sais, il y avait plusieurs groupes qui ont commencé à rentrer. Puis là, on était quand même en uniforme parce qu'on était en train de faire notre mise en place et on prévoyait ouvrir dans les journées qui suivaient. Mais c'était presque là. On était presque prêts. Mais... Puis là, j'ai dit, OK, you know what? There's never a good day. Je dis, on y va. Wow! Ouais. Et on est parti, puis c'était vraiment chaotique. Là. Les gens arrivaient au comptoir. Au départ, on voulait faire du service comptoir. T'sais, l'idée, c'était vraiment les gens commandent et... Mais on s'est rendu compte que ça prenait vraiment trop longtemps. Genre, tu sais, on n'était pas prêts et tout ça. Donc, on leur disait, allez vous asseoir, on va vous l'amener. Parce que, tu sais, genre, ça n'avait aucun bon sens. Les gens attendaient. C'était... Puis après, la caisse, ça ne fonctionnait pas. Je me souviens, on n'arrivait pas à faire payer. Donc, il y avait des gens, j'étais comme, c'est pas grave, vous ne payerez pas, vous reviendrez la prochaine fois. Tu sais, il y avait genre tout ce qui pouvait mal aller, mal été. Les gens étaient avec le menu, ils disaient, je vais vous prendre ça. Ah, non, désolé, j'ai pas encore ça. J'ai pas eu le temps de le procurer. OK, c'est pas grave, je vais vous prendre ça. Non, ça non plus, j'en ai pas. Puis après, finalement, je leur disais, vous savez quoi, je vais vous dire ce que j'ai, ça va être plus simple. Puis les gens étaient tellement compréhensifs, genre vraiment gentils, tu sais. Je pense que quand on montre aux gens qu'on veut faire les choses, tu sais, avec du cœur, avec, tu sais, ils nous tiennent pas trop rigueur. Tu sais, même si on dit first impression is the most important, c'était pas tant le fait qu'on ait les produits au menu que le service qu'on leur offrait, l'attention qu'on leur apportait. Puis tu sais, écoute, tout ce qu'on faisait là, c'était comme attends, est-ce que c'est bon? Oh, ok, c'est bon, c'est parfait, vas-y, amène. Tu sais, c'était comme on mettait. Puis mon équipe était extraordinaire. Honnêtement, j'ai commencé avec une équipe vraiment genre engagée. So, tu sais, ils avaient comme passé les 2 dernières semaines avec moi. Puis c'est communicatif l'énergie, c'est pas juste genre c'est pas juste vraiment de former quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il y ait une symbiose de tu sais, puis c'est moi qui les avais choisis donc forcément ils collaient avec ce que je recherchais. Puis ça a été une super journée. À la fin de la journée, I was like oh my God, I can't believe it. Ça y est, on est ouvert. You know, like, ce sentiment c'est à la fin de la journée où c'est comme, c'est rentré dans ma tête, tu sais, c'était comme go, cute, on y va, mais c'est à la fin de la soirée où, genre, toute l'équipe était morte, ils avaient commencé le matin, tu sais, j'aurais dit, rentre à la maison, je vais faire le nettoyage, just, merci, vous avez été géniaux. Ils sont partis, je me souviens, j'étais devant, genre, le restaurant était sans dessus-dessous. And I was like, that's it, we're open. Wow. L'espèce de sentiment d'accomplissement, puis de peur, puis de soulagement, ça doit être tellement des mixed feelings, là. Complètement, you know, like, just... Puis, tu sais, je pense que j'ai fini cette journée à 3h du matin. Je suis partie à la maison, j'avais pas mangé de la journée, je me suis couchée, et le lendemain, j'ai ouvert à 7h du matin, parce qu'au départ, Juliette Chocolat, on commençait à 7h, et après, on a étendu un peu plus tard, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils étaient pas aussi rock and roll que moi, ils prenaient pas du chocolat, intense à 7h le matin. Mais au départ, je faisais comme... Écoute, je crois que je devais dormir 4 heures par nuit. C'était comme... Aïe. Mais il y a comme une adrénaline là, dans les débuts où est-ce que t'es comme... T'as pas de stop. Tu sais, ton corps te stoppe pas, ta tête te fait juste avancer. Tu sais, il y a une espèce de go que t'as... Ben c'est ça, c'est de l'adrénaline, je pense. Mais 100%. Oui. Puis tu sais, quand t'es jeune aussi, puis c'est ton bébé, tu lances quelque chose, tu mets toutes tes économies là-dedans. Tu sais, you're like, it has to be perfect. Ouais. C'est comme, j'ai pas le droit à l'erreur. Puis moi, dans ma tête, tu sais, failure is not an option. J'ai toujours dit, failure is not an option. Like, quoi qu'il arrive, we're going to make this work. Like, il y a toujours des solutions. So, tu sais, do what you have to do. So, tu sais, pour moi, c'était comme, écoute, s'il faut que je dorme dans le restaurant, je vais dormir dans le restaurant. Écoute, ça m'arrivait, j'avais installé dans le bureau, j'avais mis 2 avant à Montréal, je sais pas si c'est encore maintenant, mais avant à Montréal, il y avait les caisses vertes pour le recyclage. C'est encore ça à Montréal, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est les caisses vertes, c'est les caisses comme ça. On connaît pas Montréal, mais oui. Bon, voilà, je sais pas, avant à l'époque, en tout cas, il y avait des caisses vertes. Puis j'avais pris 2 caisses vertes, j'avais mis une planche dans mon bureau, et quand j'étais vraiment trop fatiguée, genre, je dormais sur la planche. Tu sais, pour te dire... Wow. S'il faut dormir dans le restaurant, je dors dans le restaurant, like, I have to be there, like, tout le temps. Tu sais, donc, il y avait des fois, ils venaient taper, puis, tu sais, tu te réveilles. Okay, let's go, on repart. Et tu repars, you know, I was like, c'est bon, j'ai pas un filet de base. I'm good, ok, j'y vais. Mais je pense qu'il y avait des fois où ils devaient voir, genre, la marque de là.
sur le visage. I was like, listen, I'm here, what do you need? J'adore! Oh mon Dieu, le dévouement, la passion. Oui, Ah non, ça, c'est être certain. entrepreneur. Ouais. Drivé par le chocolat aussi, là, c'est dans le sang, l'énergie que ça donne. Ben oui, c'est clair. Le petit pic de sucre, tu prends un petit bord de chocolat. Oh wow, ok, c'est vraiment inspirant. Puis ensuite, justement, vous en êtes venu à avoir plusieurs succursales. Ouais. Fait que comment cette croissance-là s'est passée? C'est ça allait vite? Non, j'ai été vraiment, en fait, j'étais tellement perfectionniste. C'est aussi l'apprentissage de devenir entrepreneur, de déléguer. Hein. Au départ, j'étais comme, it has to be perfect, genre tout le temps, tu sais. Donc, j'étais tout le temps dans mes succursales, genre all the time. Puis quand finalement, tu sais, mes équipes, quand j'ai dit, mes équipes étaient extraordinaires. Puis au bout d'un moment, tu sais, ils me disaient, hey, Juliette, tu voudrais pas, genre, prendre une après-midi, une fois de temps en temps, tu sais. Je pense, d'une part, ça va te faire du bien, puis nous aussi, ça va nous faire du bien que tu sois pas là. You know, like, just so we can breathe. Parce que, tu sais, dès qu'il y avait un truc, mais je suis pas quelqu'un, genre, de difficile au travail, mais, tu sais, c'est comme, ça va, t'es correct. You know, like, j'étais présente. Là, très présente. C'est ça. So, il y a des fois, tu veux pas prendre un petit time off, like, we can handle this, tu sais. Puis j'étais, non, je peux pas vous laisser. Bon, finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ils ont peut-être raison, you know, like, faut que je délègue. So, j'ai organisé mes journées, puis, tu sais, c'était vraiment genre, OK, je sais que je pars vendredi à telle heure. Bon, alors, à 6h06, il faut que vous fassiez ça. À 6h30, il faut faire ça. Tu sais, genre, je leur laissais un agenda rempli de tasks à faire. Genre, n'oubliez pas ça. Puis, évidemment, en plus de l'agenda, t'as pas oublié de faire ça, t'es sûr? Tu sais, j'appelais. Oh, wow. Allô, c'est juste moi, je veux juste... Juliette, c'est bon, on sait ce qu'on doit faire, you know? So, ça a été genre mon début d'apprentissage à la délégation. Je prenais quelques journées une fois de temps en temps, vraiment planifié d'avance. Puis quand je partais, I was like, oh my God, qu'est-ce que je fais? C'est de la folie, je devrais pas être en dehors de mon restaurant. Puis un jour, j'ai eu un accident, je me suis bloqué le dos et je suis restée coincée au lit. Sauf que là, c'était pas planifié du tout. J'avais pas du tout planifié avoir cet accident-là. So, I'm like, holy schlutz. Genre, j'ai pas du tout planifié ça. My team doesn't even know, like, que je rentre pas aujourd'hui. Donc, j'appelle mon équipe en disant, hey, guys, je peux pas rentrer aujourd'hui. Je me suis bloqué le dos. Demain, ça ira mieux. Like, promise, demain, je serai là. Mais, are you guys gonna be okay? Ouais, non, pas de problème, Juliette. No problem. OK, perfect. So, tu sais, cette journée-là, je l'ai pris mollo. Je les appelais toutes les 5 minutes pour savoir si ça allait bien. Mais, je was like, you know, de toute façon, je peux pas me lever. So, I just have to live with it, tu sais. Le lendemain, ça va pas mieux. Je rappelle mon équipe, hey, je vais pas pouvoir rentrer. Bon. Et finalement, ça m'a pris 3 mois pour me remettre sur pied. 3 mois. 3 mois où j'ai été alitée, genre incapable de bouger. Tu sais, je pouvais même pas aller aux toilettes toute seule. Genre, il fallait que quelqu'un vienne m'aider pour me sortir du lit. Je marchais comme une petite grand-mère. Tu sais, genre, j'étais incapable d'aller travailler dans mon restaurant. Wow. Puis ça a été vraiment le wake-up call, parce que I was like, oh my God. Tu sais, je faisais quand même mes tâches administratives. Je faisais, tu sais, mes horaires, je faisais les commandes, je pouvais, tu sais, gérer la comptabilité à distance, etc. Mais le quotidien, le day-to-day, j'étais plus là. Puis, tu sais, mes équipes, je les appelais, évidemment. Puis mon mari, de temps en temps, je l'envoyais pour aller voir si tout allait bien. Prendre des photos. Non, ouais. Mais chapeau, moustache, qu'on check. Mais c'est vrai que, tu sais, genre... J'ai dû apprendre à lâcher prise, you know, just say, listen. Genre, ton corps te dit, là, que tu peux pas y aller. So you just have to let go. Puis au bout de 3 mois, je suis retournée dans ma succursale en me disant, oh my God, ça va être horrible. Je rentre dans la succursale en me disant, oh my God, what is it gonna look like? And it was, like, perfect. Enfin, dans le sens où, tu sais, je pensais que ça allait être sale. Tu sais, je savais que j'avais pas perdu d'équipe parce que j'avais pas eu de rotation d'équipe, etc. Et puis je voyais que les ventes étaient quand même bonnes. Mais, tu sais, j'arrive, tu vois tes équipes, tu vois que les chapeaux rouges sont contents, mes invités étaient contents. Like, tu sais, tu rentres and you feel like, there's a good vibe. Like, tu sais, ça va bien. Puis là, ça a été mon aha moment. I was like, shit, en fait, ça y est, je peux ouvrir mon deuxième, you know, they're ready. Like, tu sais, ça y est. Tu sais, c'était comme ce qu'il me fallait pour comprendre que j'avais pas besoin de hover tout le temps, tu sais. Ça pouvait rouler sans moi, même si c'était pas exactement comme je l'aurais fait. C'était pas ça l'important, tu sais. C'était correct, tu sais. Le JC était plus le mien, c'était celui de mes équipes, puis je pouvais continuer. Donc, j'ai ouvert ma deuxième succursale et après, ça a été quand même beaucoup plus rapidement. Ouais. Ça a été combien de temps après? 4 ans, la deuxième. La première a ouvert en 2003, la deuxième a ouvert en 2007. Okay. J'ai investi ensuite dans mon usine de production en début 2008. Donc, en fait, quelques mois après mon ouverture de ma deuxième succursale, j'ai dit, OK, il y avait trop d'écart dans la qualité de mes produits. Même si j'avais 2 pâtissiers qui avaient les mêmes recettes, c'était comme jamais exactement pareil. Tu sais, les gens mangeaient dans ma succursale de Laurier, puis ils me disaient, ben là, je comprends pas, j'ai mangé sur Saint-Denis, ça goûte pas exactement la même chose. Puis je leur disais, mais pourtant, c'est exactement la même recette. Puis là, I was like, hey, si je vais en ouvrir 50, 100, 1000, comment je fais? Je vais devoir gérer tous les appels de tous les clients qui me disent, hey, je suis allée là-bas, puis là, ça goûte pas pareil que là, puis là, ça goûte... Tu sais, I was like, I better solve le problème de standardisation. Donc, j'ai investi dans une usine en disant, comme ça, je vais contrôler toute la production à un seul endroit et je vais pouvoir m'assurer que les produits soient exactement les mêmes à chaque fois.
Puis après, j'ai dit, holy shit, ça me coûte cher, maintenant il faut que j'ouvre très vite. Donc là, après, j'en ai ouvert. Fait que dans le fond, c'était pour rentabiliser ton usine que tu as ouvert toutes les autres. Ben oui, parce que c'était un frais additionnel qui, pour 2 succursales, je pouvais facilement avoir un pâtissier à un endroit, un pâtissier à l'autre et pas avoir un loyer en plus, des assurances en plus, tu sais, tout ce qui vient, un gestionnaire pour gérer cette succursale-là, c'était quand même des coûts en plus. Donc ça m'a un peu donné le coup de pied dans le derrière qu'il me fallait pour dire go! T'avais dit que t'allais ouvrir des succursales, maintenant tu ouvres des succursales. Tu t'es rendu à en avoir combien au total? Au total, j'en ai eu 9 et une franchise. Okay. J'ai fermé au début de la pandémie la succursale de Laurier parce qu'on a eu un malentendu avec le propriétaire. On n'a pas réussi à s'entendre sur des rénovations à faire, etc. La bâtisse était vraiment, vraiment vieille. Puis moi, j'ai dit, si je dois renégocier avec vous, il faut que ces rénovations soient faites. Je suis un restaurant, je ne peux pas avoir une bâtisse qui s'écroule. On n'a pas réussi à s'entendre. Il y avait la pandémie. Je dis, you know what, je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour une succursale alors que j'en ai 8 à gérer qu'il y a une pandémie qui arrive. Je vais juste régler les problèmes. Je dis, vous ne voulez pas qu'on s'entende? Il n'y a pas de problème. Entendons-nous de juste arrêter de travailler ensemble. On a fini à l'amiable. Il n'y a pas eu de... Et j'ai continué avec les autres succursales, ouais. OK, donc finalement, t'en avais 8 qui... Ben, mettons, dans les derniers mois, t'en avais... J'en avais 8 plus une franchise qui a ouvert pendant la pandémie, ouais. Puis là, t'as mentionné justement que t'as fait tes études en finance. Donc ça, j'imagine que ça a été un bel outil pour toi à travers ton parcours entrepreneurial, d'avoir ce background-là, de comprendre les chiffres et tout. Je suis juste curieuse de savoir, tu sais, ouvrir un café, bon, c'était peut-être pas pareil il y a 20 ans, là, mais à ce jour, il y en a énormément, il y a de la compétition et tout. C'est des petits produits, donc des petites marges de profit à la fois. Comment tu as évalué ce risque-là? Est-ce que tu penses que tu as été naïve ou non, tout était calculé, ça faisait du sens? Non, moi, j'avais vraiment calculé. Tu sais, moi, justement, moi, j'aime être confortable dans les idées que je projette. Tu sais, quand je fais quelque chose, je me dis, OK, c'est cool d'être passionné, mais si t'es passionné puis que ça ramène pas d'argent, t'es pas plus avancé au bout de la ligne, tu sais. Je veux dire, l'idée, c'était de faire grandir Juliette Chocolat. Puis Juliette Chocolat, c'est autofinancé depuis le début. On a quasiment pas... On n'a pas eu accès à de la dette, tu sais. Je veux dire, les restaurants, tu l'as dit très, très bien. Les restaurants, les cafés, il y en a énormément. Puis c'est une industrie où il y a énormément de faillites, où il y a beaucoup de commerces qui ouvrent et qui ferment. Le taux de réussite, je veux dire, je crois que dans les premières 3 années, il y a 90% qui se cassent la figure. Donc, déjà, ça donne une bonne idée du taux de réussite. Puis après, dans les 7 premières années, il y en a, de ces 10% qui restent, il y en a encore 50%, un truc comme ça, qui ferment. Donc, le taux de réussite est vraiment faible. Donc, je pense qu'il faut savoir se démarquer. Je pense que savoir offrir quelque chose qui soit différent de ce que tu trouves partout ailleurs, je pense que ça, c'est vraiment important. C'est le branding, le marketing, tu sais, genre, tous les petits détails qui font que, tu sais, parce que même de faire du café, même s'il y a plein de gens qui font du café, il y a des cafés qui se démarquent dans la manière dont ils approchent le café, dans la manière dont ils servent le café, dans la manière dont ils, tu sais, le design de leur espace. Donc, tu sais, je pense que c'est pas tant le produit, même si le produit joue aussi, c'est vraiment beaucoup l'histoire, le marketing et le branding qui vont derrière le produit. Donc, pour moi, tu sais, l'histoire... C'était mon histoire à moi, tu sais, je veux dire, c'était l'histoire du chocolat, c'était un produit que les gens connaissaient moins. Donc, moi, j'ai commencé, il n'y avait pas encore cette vague de chocolat, tu sais, on l'a vu dans les dernières années où il y a eu le chocolat comme explosé au Canada. Mais pour donner une idée, quand j'ai commencé Juliette Chocolat, mon défi numéro 1 que je n'avais pas marqué dans mon plan d'affaires, je n'avais pas anticipé que ça aurait été un défi, c'est de me procurer du chocolat. J'arrivais pas à trouver du chocolat, du bon chocolat. De qualité. De qualité. Moi, dans ma tête, c'était comme en France, du chocolat, on en trouve partout, là, c'est facile. Mais au Québec, c'était ce qu'on trouvait, c'était du Baker, c'était du Hershey, c'était pas du vrai bon chocolat. Puis le vrai bon chocolat, on en trouvait, mais en très petite quantité et à des prix astronomiques. Donc moi, ce que je voulais, c'était trouver un bon chocolat, mais à un prix où, justement, on puisse parler d'une marge de profit, qu'on soit pas en train de, tu sais... Non. Je veux dire, donc c'était quand même un marché qui était encore à développer, à défricher. Et donc, je pense que ça nous a aidés parce qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Oui. Puis après, moi, j'ai toujours dit, tu sais, même avec la vague de chocolat, j'ai toujours dit à mes chapeaux rouges, vous savez, du chocolat, là, je veux dire, dans les dernières années, on peut en trouver partout. Tu sais, j'aurais dit, tu vas au dépanneur du coin, t'as du chocolat. Tu vas dans une boulangerie, t'as du chocolat. Tu vas dans l'épicerie, t'as du chocolat. Tu sais, et puis des commerces comme Juliette Chocolat, il y en a, tu sais, on en a parlé avec Cacao 110, il y en a qui existent, qui ont pop-up après nous, en voyant le succès de Juliette Chocolat. Donc, tu sais, j'aurais dit, aujourd'hui, on se démarque par la qualité de notre service, on se démarque par l'histoire qu'on apporte, tu sais, c'est ça ce qui fait nous, tu sais, je dis, le chocolat, c'est juste
un petit... It's the cherry on top, tu sais, c'est comme... C'est parce que les gens aiment le chocolat, oui. Mais tu sais, si tu offres du chocolat, mais que tu as la même expérience que partout ailleurs, pourquoi je vais revenir chez le chocolat? J'irai chercher mon chocolat ailleurs demain, puis j'irai ailleurs la journée d'après. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent chez Juliette Chocolat. Donc, il faut se démarquer dans l'expérience qu'on fait vivre à nos invités. Donc ça faisait partie du discours que j'avais avec mes équipes. Genre, tous les mardis soirs, quand je faisais mes soirées de bienvenue, je leur expliquais, c'est ça ce que vous engagez de faire. J'ai besoin d'ambassadeurs de la marque de Juliette Chocolat. Je n'ai pas besoin juste d'employés. Si j'avais besoin d'employés, je n'aurais pas continué pendant ma temps. Je veux des gens qui vont comme continuer à vivre la flamme. Oui, des gens qui sont aussi passionnés que toi. C'est super important. Là, autant ses employés que ses clients, ça devient les ambassadeurs les plus précieux d'une marque. Puis c'est important de les sensibiliser à leur rôle puis qu'ils se sentent impliqués. Puis ça sent que tu étais très présente dans tes succursales et donc sûrement que tes employés la ressentaient, cette énergie-là de la passion. Puis j'imagine que les gens qui vont travailler chez Juliette et Chocolat sont passionnés de chocolat à un certain niveau, eux aussi en général. C'est sûr que oui, mais juste en voyant ton énergie, je pense qu'ils pourraient pas coller s'ils étaient pas passionnés. Oui, non, mais de toute façon, avec le temps, tu sais, ça se faisait naturellement. En fait, c'était une sélection naturelle, ce qui était absolument génial parce que rendu à une certaine taille, oui, j'étais encore très présente, mais ça n'empêche que j'ai 24 heures comme tout le monde, 7 jours dans une semaine. Donc, tu sais, je pouvais pas être partout en même temps. Donc, j'étais beaucoup moins présente. Donc, je disais à mes gestionnaires que j'embauchais encore activement, tu sais, je leur disais, c'est à vous maintenant de me représenter, tu sais, puis il faut que vos équipes, ils fassent vivre. Donc, on a vraiment mis l'accent sur nos valeurs, sur l'histoire de Juliette Chocolat. C'est pour ça que je faisais toutes les soirées de bienvenue pour accueillir tous les chapeaux rouges, parce que je voulais vraiment que les chapeaux rouges, ils comprennent, vous travaillez pas juste pour une bannière, là, tu sais, c'est mon nom là-haut. Tous les jours, quand vous venez travailler, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous me représentez moi, tu sais. Les chapeaux rouges, c'est tout le monde ou c'est ceux qui confectionnent? C'est mes employés. Okay. Tous mes employés. Tous mes employés, c'est les chapeaux rouges. Je pensais que c'était juste les chefs pâtissiers. Non, c'est tous les chapeaux. Tous les chapeaux rouges, c'est en fait, c'est toutes les personnes membres de la famille Juliette Chocolat. Wow, j'adore. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup. Puis là, justement, si on en vient à la période où ça a commencé à être plus difficile, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça l'a débuté certainement. Je dirais que ça a commencé à être difficile, mais quand on parle de difficile, pas forcément financièrement, mais juste difficile, la gestion d'un restaurant en temps de pandémie. Écoute, quand on a commencé à fermer les restaurants, c'est là qu'on a dû commencer à mettre notre thinking hat en disant, OK, it's not the same rodeo, là. On doit vraiment comme réfléchir comme des entrepreneurs, puis il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes parce que là, on est devant du jamais vu. Tout le monde est devant du jamais vu, donc j'ai dit l'avantage, c'est que, tu sais, on travaille tous avec le même défi, mais ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont s'en sortir, tu sais. Donc, dès que la pandémie, en fait, moi déjà, bien avant que la pandémie arrive au Canada, j'ai la chance d'avoir un mari qui est un petit peu alarmiste. Et donc, il me disait, ça sent bien, mais genre 8 mois avant, tu sais. On le voyait avancer, hein. Donc, il disait éventuellement, oui, on le voyait avancer, puis il me disait, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive au Canada? Qu'est-ce qu'on fait? Puis alors, on aura le temps de le voir venir. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un, genre, le stress, je trouve pas ça productif, tu sais. Donc, j'essaye de contrôler mon stress. Je me dis, je comprends qu'il en faut un peu. Tu sais, c'est quand même, ça peut être intéressant parce que si on est trop zen, je veux dire, on sait qu'on n'a jamais la pression, on bouge, on rate parfois le train, tu sais. Mais je trouve qu'il ne faut pas trop en avoir non plus, tu sais. Donc, je lui disais, regarde, de toute façon, si ça arrive, c'est inévitable. Et personne n'a une boule de cristal pour nous dire ce qui va se passer après, you know. Bon, on va essayer d'anticiper. Donc, tu sais, on avait un plan de contingence qu'on avait quand même mis en place avant même que la pandémie arrive. On disait, si ça arrive, on avait vraiment, je te dis, avec l'équipe, on avait réfléchi en disant, OK, si jamais ça arrive, on va commencer à espacer les tables. Donc, tu sais, on avait tout mis en place et on savait que si jamais ça arrive, c'est le premier step, c'est ça. Si jamais ça arrive, après le deuxième step. Mais on pensait pas que les restaurants seraient fermés. Tu sais, c'était pas genre un des plans de contingence. Donc, nous, on a commencé en espaçant les tables. Ça a été la première chose. On a dit, on met une table sur deux. Donc, on mettait des trucs pour bloquer les tables et les succursales qui avaient de la place. On avait enlevé les tables pour justement déjà commencer à espacer en disant, on est précautionneux, on fait attention, vous pouvez venir chez nous en toute confiance. Je trouvais que c'était important de communiquer pour les gens qui étaient un peu dans l'angoisse de c'est quoi ce virus, est-ce qu'on va tous mourir, enfin tu sais, tout le monde était un peu dans l'angoisse. Montrons-leur que, tu sais, on a anticipé ce genre d'inquiétude-là et qu'on peut quand même continuer à vivre malgré
Ça, c'était à quel moment de la pandémie? Est-ce que c'était avant mars ou c'était comme en non, février? c'était mars-avril. Dès que ça a commencé, tu sais, on avait commencé à faire ce plan-là. Puis très rapidement, c'était parfait, les tables étaient espacées, mais je me suis rendu compte que le problème qu'on a eu, que j'avais pas anticipé dans le plan de contingence, c'est que les gens attendaient en ligne. Puis les gens étaient tous collés en ligne, tu sais. Puis là, j'ai à mon équipe, mais it doesn't make sense. Like, tu sais, on n'en reste pas cette étape pour qu'ils fassent attention, mais ils sont tous tellement collés en ligne que, like, de toute façon, ils vont choper le virus dans la ligne, quoi. Ouais. So I'm like, it doesn't make sense. Puis dans la ligne, c'est difficile de contrôler une ligne, tu sais. Je veux dire, je peux pas avoir une personne attitrée à la ligne. Quand on voit les marges, on parlait des marges qui sont quand même fines en restauration. Si je commence à mettre une personne, genre, dans la ligne à contrôler, espacer, puis les gens, tu sais, il y en a qui étaient comment, la pandémie, c'est rien. Puis, tu sais, il y avait deux pôles, là. Il y avait, genre, des personnes super stressées, puis d'autres qui n'étaient pas du tout, et même un peu énervées qu'on commence à contrôler leur vie, you know. So, c'était pas une situation qui était facile à gérer. Puis rapidement, j'ai dit, OK, guys, like, là, ça marche juste pas. Like, this is not serious. Like, je pense que on devrait anticiper de comme fermer peut-être et de revoir notre manière de faire. Je crois qu'on a fermé et 2 jours après, le gouvernement nous ont fermés. Okay. Mais tu sais, moi, dans mon idée, c'était de dire, on va être responsable. You know, like, we can't. On peut pas avoir tout le monde qui tombe malade. Like, c'est une décision. C'est tes employés aussi à travers ça? En plus, ouais, exactement. Tu sais, I was like, this is really happening really fast. Donc, on a fermé, puis le gouvernement nous a fermés à ce moment-là. Donc là, we're like, OK, bon, là, on va devoir revoir notre manière de fonctionner, parce que nous, Juliette Chocolat, on avait 5% de nos ventes qui étaient des ventes pour emporter. Donc, tu sais, tu passes d'un seul coup de 100% de tes ventes à 5% de tes ventes. Est-ce que les 5% sont restés? Bah, en fait, on les a augmentés, heureusement, parce qu'avec 5%, je n'étais pas capable de vivre. Exact. Je ne pouvais pas payer toutes mes dépenses avec 5%. So I was like, OK, ça fait quand même très, très mal. Tu sais, du jour au lendemain, tu te retrouves avec quasiment plus rien dans tes comptes. Enfin, il n'y a plus d'argent qui rentre, tu sais, mais par contre, il y a toujours autant d'argent qui sort, you know? So là, on a dit, OK, pas de stress, tu sais, c'est normal, faut qu'on anticipe la suite, mais on va attendre une semaine, on va essayer de placer nos affaires, puis voir si financièrement ça peut faire du sens. Au bout d'une semaine, ou je sais plus si c'était une semaine ou une semaine et demie, on regarde et je dis, hey, ça fait aucun bon sens. Il y a l'argent qui sort des comptes. Je dis, il faut qu'on contrôle la sortie de cash. C'est ça la règle du jeu là maintenant. C'est pas tant est-ce que les concepts sont bons ou ils sont pas bons. C'est que les entreprises qui ont plus de cash dans leur compte, ils vont juste fermer. Ouais. C'est ça. Je veux dire, il y aura pas d'autre choix que de fermer, même si tu as un super projet, qui a plein une belle perspective. If you don't have the cash, ça marchera pas. Je venais des finances, je suis pas con quoi. So j'ai dit, ok, on ferme tout. On ferme tous les restaurants, on fait même plus du take-out. We just close everything et on réfléchit. Parce que là, je peux pas réfléchir en perdant des milliers de dollars tous les jours. Parce que tu payes des employés. Oui, c'est ça, exactement. Le donc produit là, aussi, la matière première, tout. Oui, il y avait de la perte, ça coûtait une fortune à opérer. Puis je disais, tu sais, moi, ce que je veux, c'est garder les boulots de tout le monde. Mais si je veux faire ça, il faut que je prenne le temps de bien réfléchir à mon affaire. Là, je peux pas juste dépenser de l'argent sans compter puis dire, oh, on va juste espérer que ça marche. You know? Like, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais. Donc, j'ai écrit une lettre à mes équipes. Ça a été probablement la deuxième après cet été, mais ça a été une des lettres les plus difficiles où j'aurais écrit, hey guys, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là, mais il faut qu'on ferme. Puis j'aurais dit, je vous promets, je vous réembauche tous. L'idée, c'est pas de fermer définitivement, mais il faut que je structure nos opérations pour que ça fasse du sens financièrement. Puis ils le savaient de toute façon, mes équipes, dans les 4 piliers du Juliette Chocolat, je leur disais, qualité des produits, le service exceptionnel des invités, le bonheur des chapeaux rouges et la santé financière. C'était nos 4 piliers. Tu sais, à chaque soirée de bienvenue, tous les mardis soirs, je leur disais, c'est les 4 trucs que je vais systématiquement aligner pour m'assurer que de chaque décision que je prenne, si les 4 piliers sont respectés, on y va. S'il y a un pilier qui n'est pas respecté, on n'y va pas, dans n'importe quelle décision que je prends. Et là, je leur disais, là, le pilier de la santé financière, je ne le respecte pas. Donc, vous, je vous garde vos emplois, vous êtes heureux. Les invités peuvent continuer à venir, ils sont heureux. Le service est exceptionnel parce que j'ai 10 000 chapeaux rouges pour 2 invités, no problem. Mais je perds de l'argent tous les jours, tu sais. Et je dis, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, si je ne fais pas d'argent, je ne peux pas continuer, il faut que je puisse payer mes fournisseurs, il faut que je puisse vous payer, etc. You know? Donc, j'ai écrit ça dans mon message en disant, guys, je vous promets que je vous réembauche, mais laissez-moi le temps de me replacer. Puis, j'ai envoyé ça aux équipes. C'était super dur, je pleurais toute ma vie. J'étais comme, I can't believe this is happening. Puis, on a décidé de réouvrir, je pense, 2 semaines après. Tu sais, on a tout placé nos affaires, on a réorganisé les restaurants. J'ai réouvert une succursale, la succursale de Jean Talon. J'ai réouvert la succursale, je l'ai opérée pendant quelques semaines avec une équipe micro. Là, j'avais genre mes top managers que j'avais mis là. Puis j'ai dit, on opère jusqu'à ce qu'on voit que ce soit rentable, qu'on soit capable de s'en sortir avec pas trop de pertes. On a opéré le restaurant, ça fonctionnait. On a trouvé une manière de faire circuler les gens dans les restaurants sans qu'il y ait trop de... Donc, il y avait des stops partout. On avait comme beaucoup de personnes ont fait, mais on a placé nos stickers au sol. Bref, comment les gens circulent, où est-ce qu'ils rentrent, où est-ce qu'ils sortent. Bref, condamner toutes les salles de bain, mettre les affiches. Bref. Et finalement... ça fonctionnait. On a dit, OK, on en a une deuxième. J'ai rappelé les équipes. Et
on va réouvrir une deuxième, est-ce que tu es prêt à rembarquer? Ah, déjà, ok, cool. On réouvre la deuxième succursale. Ça fonctionne, ok, on ouvre la troisième. Et à la fin, on a réussi à réouvrir toutes nos succursales avec un système qui fonctionnait clairement mieux que le premier système où on se disait, là, on part juste droit dans le mur, quoi. Donc, ça a été comme, je dirais, le début de la période un peu intense chez Juliette Chocolat, parce qu'on est quand même un endroit où les gens se retrouvent entre amis. On n'était pas un endroit où les gens viennent tout seuls, tu sais, boire leur petit chocolat chaud et manger un brownie tout seul. Le nombre de tables où j'ai une personne, c'est peut-être même pas 1% de mes ventes, tu sais. Je veux dire, toutes les personnes viennent en groupe. Donc, d'un seul coup, tu te retrouves dans une période de pandémie où tu n'as plus le droit de te retrouver en groupe et où, tu sais, ok, je vais peut-être commander une fois de temps en temps mon brownie pour emporter, mais c'est pas la même chose de manger mon brownie tout seul sur mon canapé, tu sais. C'est comme si l'expérience Juliette Chocolat était conçue pour être fait avec d'autres personnes. D'un seul coup, la pandémie nous enlève comme 2 choses qui sont essentielles pour le succès de notre entreprise. T'sais. Donc, quand les prêts sont arrivés du gouvernement, j'ai dit à mon mari, on n'a pas besoin d'argent, parce que moi, j'ai toujours mis beaucoup d'argent de côté. Là. On n'a jamais dépensé trop chez Juliette Chocolat. On a toujours réinvesti pour... Tu sais, je vous ai dit, toute la croissance était autofinancée. Donc, ça, pendant 20 ans, c'est quand même exceptionnel de ne pas avoir pris de prêt puis de s'être autofinancé. Oui. Et puis, ça fait que, tu sais, on accumulait toujours assez d'argent pour être en mesure d'aller ouvrir le prochain, tu sais. Donc là, on avait quand même beaucoup d'argent dans les comptes. Donc, j'ai dit à mon mari, tu sais, financièrement, même si on n'est pas encore complètement rentable, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on perdait quand même un peu d'argent, mais on était capable de tenir, tu sais, une année et demie sans avoir à trop s'inquiéter, tu vois. Mais les prêts arrivent, tu sais, je dis, écoute, tu le sais qu'on n'emprunte pas quand on est mal pris, on emprunte quand on peut emprunter, tu sais. Ouais. Je dis, là, on est en bonne position pour emprunter, empruntons, tu sais, on emprunte tout ce qu'on est capable d'emprunter. Puis si on n'en a pas besoin, on le remboursera. Like, c'est pas un problème. Mais si on en a besoin, on l'aura, tu sais. Je lui dis, on veut pas commencer à stresser pour des finances alors qu'on sait que le concept va marcher. Il faut juste qu'on passe ce moment-là, tu sais, de la pandémie. Je dis, c'est juste une question de temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Puis si on a l'argent pour tenir le temps, on ira bien dans le temps, quoi. Donc, on a emprunté, écoute, tout ce qu'on pouvait avoir. J'avais 2 personnes dans mon équipe de comptabilité qui étaient en charge de ça. Puis, tu sais, je me disais, les compagnies qui n'ont pas des personnes internes pour faire leur comptabilité, là, je ne sais même pas comment ils font parce que c'était vraiment long. Genre, 2 personnes temps plein qui faisaient juste ça, tu sais, aller chercher les prêts. Et on a obtenu tous nos prêts pour... tu sais, justement, le fait qu'on a été fermé. Écoute, on a été fermé 3 fois, tu sais, je veux dire, 3 fois sur 2 ans, par période de genre 6 à 8 mois, tu sais, je veux dire, c'est colossal. En fait, on reprenait un break à chaque été, puis ça recommençait après, tu sais, dès que la saison de... J'ai quelques questions. Tout d'abord, tu parles de ton mari. Est-ce qu'il travaillait avec toi dans Juliette et Chocolat? On n'a pas commencé ensemble, mais éventuellement, je passais tellement de temps là-bas qu'il a dit, si je veux voir ma femme, il va falloir que je m'implique dans le... Non, mais c'est vraiment ça l'histoire. Ça vraiment, tu sais, il m'a dit, écoute, sinon on va être tellement déconnectés que genre, on n'aura plus de relation, tu sais. Puis c'est vrai, dans une relation, il faut quand même avoir, tu sais, des points d'ancrage. Puis Juliette Chocolat, c'était tellement une grosse partie de ma vie qu'il a dit, écoute, je vais embarquer avec toi, sinon... Wow! Fait que là, lui, c'était quoi son rôle au quotidien? Lui, c'est marketing, graphisme, tout. Okay. Donc, toutes les photos de Juliette Chocolat, c'est lui qui les prend. C'est vraiment un artiste. Fait que vous complétiez vraiment bien. Non, on est parfait. On est vraiment complémentaires. Puis c'est drôle parce que lui, c'est vraiment l'artiste en temps normal à la maison, mais au travail, il a pris tout le volet, genre gestion des avocats, contrats, etc. Tu sais, alors qu'en temps normal, c'est plus moi qui gère tout ce qui est administratif, etc. Mais dans la vie professionnelle, on s'est comme inversé les rôles. C'est vraiment assez rigolo. Donc, on sait ce qu'on fait. Ouais. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis, écoute, je sais pas si tu es ouverte à nous partager ça, mais je serais curieuse de savoir ces prêts-là en tant que pandémie. Tu sais, Cam, je sais pas, toi, si tu en as bénéficié. Moi, je les ai toutes pris aussi. Je les ai toutes pris. Moi, j'ai eu droit à celui de 60 000 là, du gouvernement. OK. Fait que toi, tu as pris un prêt de 60 000. Toi, Juliette, es-tu à l'aise de nous partager? Oui, moi j'ai emprunté 2,6 millions. Wow! Oh my God! Parce qu'il faut savoir que chaque... Ouais. Je suis 2,6 millions? Oui, parce que nous, il faut savoir que chaque Juliette Chocolat est une entité. Ah, fait que t'avais droit à 60 000 par Juliette Chocolat. Puis il y avait d'autres prêts dépendant des quartiers où est-ce qu'on était. Il y avait des quartiers qui étaient plus touchés. Le centre-ville de Montréal, ça a été comme dévastateur pendant la pandémie parce que plus personne travaillait dans le centre-ville. Donc il y avait des prêts de la ville de Montréal, il y avait des prêts du gouvernement fédéral. Il y en avait plusieurs. Donc on a eu plusieurs prêts qui n'avaient pas les mêmes conditions, etc. C'était vraiment des trucs complètement différents. Mais oui, c'était un gros montant. Mais on les a pas tous eu en même temps.
Ouais, Puis quand ils rajoutaient, je sais pas si ça fonctionnait comme ça pour tous les prêts, là, mais tu sais, le 60 000, mettons, au début, ils ont commencé par 30 000. Ouais. Après ça, c'était comme 40. Après ça, tu sais, ils débloquaient des paliers de 20 000, Ouais, là, c'est comme ça. Exactement. Mais oui, puis de toute manière, si t'as emprunté t'as dit 2.2, hein, right? 2.6. 2.6, ouais. 2.4 ou 2.6. Si t'as emprunté 2.6, c'est certain que ça veut aussi dire justement que t'avais un chiffre d'affaires qui nécessitait... Ben oui. T'avais besoin de supporter tes dépenses. Puis justement, dans cette période-là, c'était quoi environ votre chiffre d'affaires, toutes ces succursales? Écoute, tu me poses une bonne question, là. Je suis même pas sûre si jamais je me rappelle des chiffres exacts, mais comme je te dis, je suis passée à 5%. Avant la pandémie, j'étais à peu près à 14 millions. Et après, pendant la pandémie, je suis tombée à peut-être... Je sais pas, j'étais à 30% de mon chiffre d'affaires, un truc comme ça. C'est une grosse drop. Pour bénéficier des prêts, il fallait avoir moins de... Est-ce que tu te souviens? Ah, c'est vrai! Ouais, il fallait prouver que tu avais perdu un certain montant de tes ventes. Mais tu sais, comme nous, on était fermés, fait que c'était vraiment facile à prouver. Là, ouais, nous aussi, c'était zéro, là, fait que c'était super. Mais oui, c'est ça, fallait que tu prouves que tes ventes étaient descendues à... Je pense que c'était 30%. 30%, mais c'est ça. Moi, je qualifiais pour tous les... Je qualifiais pour tout. Nous, notre concept n'était pas fait pour avoir que du take-out. Tu sais, une pizzeria, tu fais que du take-out. Il y a des pizzerias qui ont fait plus de ventes pendant la pandémie qu'ils en faisaient avant parce que tout le monde... Tu sais, tu te retrouves d'un seul coup tout seul, t'as pas envie de cuisiner, t'as pas envie de sortir, aller au supermarché, genre il faut marcher dans les rayons, tu peux plus aller chercher tes bananes parce que t'es sorti du track normal. Tu sais, enfin, je veux dire, quand t'es tout seul à la maison, là, tu te commandes ta pizza, t'as mangé ton repas, tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on qualifiait vraiment pour ce genre de truc. Mais il faut savoir que j'ai pas pigé dans ces 2.8 tout de suite, quoi. Tu sais, j'ai vraiment... T'es allé les chercher quand tu pouvais, mais comme t'as nommé... Mais on l'a utilisé après dans le courant du redémarrage, etc. Parce qu'en fait, la pandémie a été comme le début de la tempête, mais l'après-pandémie... Puis moi, je m'attendais pas à ce que l'après-pandémie soit facile. Honnêtement, je m'attendais pas. Mais nous, notre défi, c'est qu'on avait des équipes tellement soudées pour Juliette Chocolat que... Tu sais, on a recommencé la première fermeture, tout le monde est revenu. 100% de mes équipes sont revenues. Deuxième fermeture, j'ai peut-être eu 80% de mes équipes qui sont revenues. Troisième fermeture, je crois, j'ai dû avoir comme, je sais pas moi, 30% des personnes qui sont revenues. Puis, tu sais, de ces 30%-là, il y en a plein qui m'ont dit, j'ai un travail ailleurs, mais j'aimerais bien peut-être travailler une journée par semaine, tu sais. Donc, c'était même plus... Tu sais, les personnes qui travaillaient 3 jours semaine, d'un seul coup, sont passées à une journée semaine, tu sais. J'ai perdu, genre, quasiment toutes mes équipes. Donc, je me suis retrouvée à non seulement réembaucher en même temps que tout le monde, mais tu sais, dans une période de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire que tout le monde réembauche en même temps. Ils ont l'embarras du choix de pouvoir aller travailler où ils veulent. Puis moi, j'embauche pas n'importe qui. Tu sais, moi, j'avais dit à mes équipes, et on commence pas en embauchant n'importe qui. On recommence de la même manière. On choisit des vrais ambassadeurs, des gens qui sont en ligne avec nos valeurs. Tu sais, ça a toujours été ça, Juliette Chocolat. Genre, on va pas commencer à dénaturer le concept juste parce que on vit une période de crise. Tu sais, non, on reste fidèle à ce qu'on a toujours véhiculé chez Juliette Chocolat. Donc, on a réembauché, tu sais, à notre rythme, mais en s'assurant de choisir les bonnes personnes. Mais tu sais, ça joue sur tes résultats, parce que je veux dire, moi, si j'ai pas assez de monde pour opérer, je suis plus ouvert. 7 jours sur 7, je suis ouvert peut-être 3 jours, ou 4 jours sur 7, où je suis ouvert. Tu sais, j'ai essayé d'ouvrir un maximum d'heures, mais j'étais obligée de fermer sur certaines plages horaires parce que j'avais pas assez de monde. Donc, tu sais, tu retrouves pas d'un seul coup, c'est pas parce que la pandémie est finie et que les restaurants réouvrent que tu retrouves d'un seul coup 100% de ton chiffre d'affaires. Mais non. C'est très graduel. Puis ça dépend de là où j'avais mes succursales. Tu sais, j'avais des succursales qui étaient au centre-ville. Centre-ville, plus personne travaille dans les bureaux. Non. Donc d'un seul coup, tu te retrouves, même si je réouvre... Au centre-ville, j'avais pas de mal à... Enfin, j'ai eu du mal à rembaucher, moins de mal que sur les rives. Mais j'avais plus personne pour le lunch. Donc tu sais, d'un seul coup, OK, j'ai du monde pour opérer sur toutes mes plages horaires, mais j'ai plus personne pour le lunch parce qu'il y a plus personne dans les bureaux. Tu sais, c'est comme... Ça a été une dynamique vraiment, vraiment différente. Mais moi, je gardais le cap. On garde focus sur le long terme. Tu sais, Juliette Chocolat, avant la pandémie, on était prêt à démarrer notre croissance. On avait embauché une directrice des opérations, on avait comme vraiment une équipe solide pour pouvoir vraiment grandir, tu sais, ouvrir des franchises, ouvrir des corpos, puis vraiment investir dans la croissance. Là, j'ai dit, OK, on a pris un coup par rapport à notre croissance, mais on reconstruit solide, on reconstruit sur une base, tu sais, qui va nous permettre de recommencer à grandir, tu sais. On recommence pas tout croche, tu sais, on commence pas sur un espèce de château de cartes et tout ce qu'à sa figure. Mais ça fait qu'on doit investir. Donc moi, j'ai dit, je vais utiliser cet argent que j'ai en banque pour investir dans ma croissance. Puis on remboursera quand on devra rembourser. Puis de toute façon, il y aura toujours une solution. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai dit, il y a toujours une solution. C'est pas possible que, tu sais, tout le monde a emprunté.
Puis j'ai dit, c'est clair que Juliette Chocolat, on n'est pas les pires par rapport à toutes les... Tu sais, je veux dire, moi, il y a des restaurants où je vais dans Montréal. Avant la pandémie, je me disais comment ils font pour vivre. Après la pandémie, je me disais, c'est clair qu'ils se cassent la figure. Genre, tu sais, c'est... I mean, no hard... Enfin, tu sais, Ben oui. Ben oui, il y a plein mais il y en a de choses vraiment qui font des pas de endroits sens, où tu te dis, mais ça marche comment, à part s'ils font du money laundering? Ouais, mais c'est vrai, là. Il y a Tu te plein dis, de how does it work? Like, comment ils payent leur loyer? Genre, tu vois? D'accord. Ben oui. On en parlait il y a pas Ben, c'est longtemps, drôle justement. parce que, tu sais, des fois, tu vas dans une entreprise, puis là, mettons, ce matin, moi, j'étais dans un gym. Tu sais, je viens pas de Montréal, puis là, j'étais à Montréal, puis là, je cherchais un gym. Puis là, je comptais le nombre de personnes qui étaient là. Puis là, je me demandais combien ça coûtait par mois. Puis tu sais, on dirait que là, je fais l'exercice dans tous les nouveaux commerces que je vais. Donc oui, c'est sûr que, comme tu dis, là, tu vas dans un resto, puis là, tu dis, OK, comment ils vivent? Tu sais, comment ils Puis font? en fait, c'est parce que tu le sais à certains niveaux, tu sais, toi, t'es en restauration, Camille, par exemple, elle est en coiffure, Ouais. puis tu les connais, les marges de profit dans ton domaine. Fait que tu te dis, la recette peut pas être tant différente ailleurs, surtout Mais non. dans le fait qu'il y en a au pied carré, des Exact. succursales de resto puis de coiffure. Fait que là, tu comptes, puis tu regardes une succursale, puis tu dis, Comment ça marche, là? Comment ça marche? fait, là? C'est Comment ça comme, respire? tu sais, Vraiment, puis en fait, je pense que c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'endettent, là, tout simplement, là, tu sais, puis ça nous apporte un peu à, justement, le sujet chaud. Là, vous avez annoncé la fermeture et tout. Ça a débuté quand, ce processus-là, d'en venir à la conclusion? Ouais. Ça c'est, tu vois, c'est très drôle parce que je pense que le processus d'amener une entreprise à la faillite est vraiment pas clair dans la tête des gens. Mais même Non. pour moi, tu sais, dans ma tête, genre, c'est quoi une faillite? Est-ce que c'est genre quelqu'un qui arrive genre au bout de tout, tu sais, t'as tellement Ouais, de c'est dettes ça. et t'as plus d'argent dans tes comptes et tu fermes à ce moment-là ou... Donc, tu sais, pour moi, c'était comme, on n'est pas rendu là, pas du tout. Quand on a pris la décision de faire la faillite, il me restait encore beaucoup d'argent dans les comptes. Genre, vraiment beaucoup, tu sais, Ouais. genre... Des millions. Oui, Oui. oui. Pas des millions, mais il me restait plus d'un million. Donc, tu sais, tu te dis, OK, j'ai plus $1 million dans mon compte. Like, on n'est pas proche de fermer. Like, c'est ça. juste que il faut qu'on anticipe quand même parce que on le voyait, tu sais, je voyais les dépenses de remboursement des prêts, puis c'était colossal. Et on remboursait juste les intérêts. On remboursait même pas Non. encore le capital. Vous savez, quand on achète une maison, Ouais, tu commences c'est par ça. rembourser les intérêts, puis au bout de peut-être 10 ans, tu commences à rembourser du capital. Donc, les premières années, ta maison, tu n'as même pas commencé à le payer, Non. tu sais, c'est juste ton emprunt. Donc là, moi, première année, je rembourse, puis chaque mois où ça me coûte de l'argent, parce que je ne suis pas encore rendue à mes 100% de mes ventes, je rembourse juste de l'intérêt, tu sais. Mais c'est correct, je suis en train d'investir dans la croissance. Donc moi, dans ma tête, c'est normal. Je l'avais anticipé qu'on perdrait du cash. Je l'avais anticipé. Sauf que rendu à l'été, tu sais, moi, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'on a recommencé officiellement, genre, début de l'été 2022. Mais je me disais, tu sais, c'est sûr que ça va prendre genre jusqu'à l'été parce que les gens cherchaient du travail, puis construire l'équipe, etc. Mais à partir de l'été, tout le monde revient à temps plein. Tu sais, je me suis dit, je pense que les ventes vont faire un boom à ce moment-là, tu sais, au niveau de... et oui, les ventes continuaient. Écoute, semaine après semaine, toutes mes semaines étaient positives. J'avais une amélioration des ventes à chaque semaine. Donc, clairement, le concept fonctionnait. Mais c'est pas parce que les ventes augmentaient qu'elles augmentaient assez rapidement pour couvrir la dette. Donc, je continue à perdre de l'argent tous les mois parce que ma dette était trop importante considérant mes marges qui avaient rétréci parce que les loyers ont augmenté, les salaires ont augmenté, etc. Les coûts de matières premières, etc. ont augmenté. Mais en plus, maintenant, je me rajoute ce coût-là qui n'était pas un coût qui existait avant la pandémie, tu sais, que je dois rembourser. Donc, je me disais, OK, ça fait quand même cher. On a commencé à faire des prévisions sur l'année suivante parce qu'on finissait notre année, puis on s'est dit, on Pour 2024, dans le fond? fin 2023, Ouais, 2024, ok. ouais. Juste pour voir dans quoi, tu sais, en disant, OK, il nous reste $1 million, là, we need to think smart. Like, tu sais, oui, il reste $1 million, c'est beaucoup d'argent, mais ça peut partir aussi très vite, tu sais. Oui, avec 8 sécurités. C'est ça. Ben ouais. Ouais, exactement. Donc là, on dit, OK, on va faire le prévisionnel. On regarde le prévisionnel. Les taux d'intérêt ont augmenté. Mon remboursement qui représentait $1 million dans la dernière année d'intérêt, j'allais rembourser 1,5 million dans l'année suivante. Tu sais. Oh J'étais boy. comme, donc là, j'ai 500 000 de plus qui vont sortir. Tu sais, je dis, like, insane. Tu sais, donc, je regarde, OK, c'est quoi les ventes qu'il faut que je fasse pour être en mesure de couvrir ce 1,5 million? Ben, il faudrait que je fasse plus que ce que je faisais avant la pandémie. Sauf que là, on tombe dans une période de récession où tout le monde t'en parle, que financièrement, les budgets des familles montréalaises et canadiennes sont en train de se restreindre parce que les taux d'intérêt ont augmenté, donc ton hypothèque ne coûte plus le même prix, donc tu sais, l'épicerie a augmenté, donc peut-être qu'au lieu d'aller chez Juliette Chocolat 2 fois par semaine, je vais peut-être y aller 2 fois par mois, tu sais. Je veux dire, je peux plus dépenser de la même manière. C'est plus une nécessité. Tu sais, oui, je vais venir chez Juliette Chocolat parce que ça me fait plaisir puis que c'est un petit plaisir abordable, mais je vais clairement pas y aller aussi souvent que j'y allais avant parce que mon budget n'est plus le même. Donc, tu sais, je regarde ça en me disant, OK, clairement, la récession
même si ça va peut-être pas être la grande récession comme ce qu'on a vécu dans l'histoire, ça sera une récession quand même. Et donc, je peux pas planifier, faire mon plan en me disant, oui, c'est clair que je peux faire plus que les ventes d'avant la pandémie. Like, people are not spending the same. Et j'ai 1,5 à rembourser, donc j'étais comme, OK, il faut qu'on structure. Donc, début juillet, je commence à parler avec mes équipes Juillet 2023. 23, OK, c'est 2023, ouais. Je commence à parler avec mon équipe de comptables, parce que j'avais une équipe de comptables avec qui je travaillais, qui sont quand même un très gros cabinet de comptables. Et je commence à travailler avec des avocats. Je leur dis, OK, guys, ça va mal. Clairement, avec ce qui me reste en banque, etc., ça va être tendu. Donc, il faut qu'on renégocie. Il faut qu'on retravaille la dette, parce que là, la dette est trop importante pour les ventes qu'on fait. Et même si nos ventes sont en augmentation, elles ne couvrent pas les augmentations des remboursements. Donc, j'ai besoin de réfléchir la manière dont la dette va comment on va payer la dette. T'sais. Donc, plan 1, OK, on va fermer certaines succursales. C'est des succursales qui performent un peu moins bien et qui tirent les autres succursales vers le bas. J'avais des succursales qui performaient très bien. Ça ressemble à quoi, le chiffre? C'est un chiffre d'affaires par mois? Ouais, justement, ça ressemble à quoi? Mettons, un chiffre d'affaires par mois en restauration, ça doit être très variable, mais... en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que sur l'année, tu vois, on était rendu à peu près 11 millions. Toutes succursales combinées. Toutes succursales combinées, à partir du moment où on commence à négocier la dette. Donc, tu sais, fait qu'environ 1,1 par succursale de chiffre d'affaires. À peu près, ouais. J'en avais certaines qui étaient un peu plus élevées, d'autres qui étaient un peu plus basses. OK. Donc, tu sais, mon idée, c'était de dire, OK, si jamais je garde mes plus profitables, qui sont capables de couvrir leurs dépenses. Parce que là, j'avais des succursales qui couvraient leurs dépenses puis qui payaient pour le déficit des autres. C'est ça. Donc là, je me dis, on va faire ça simple. On va fermer celles qui coûtent trop cher, qui décollent pas aussi vite que ce qu'on aurait besoin. On va garder celles qui opèrent très, très bien. Puis même si on se coupe un bras, au moins, on garde une partie de Juliette Chocolat, puis après, on repart. OK, it works dans la tête, tu sais, mais c'est un choix logique, là. Mais c'est un choix logique, tu dis, ça fait un peu mal, mais en même temps, je veux dire, on est en pénurie de main-d'œuvre, on reprend nos équipes qui sont bons de nos succursales qu'on ferme, on leur propose d'aller dans les autres succursales. Tu sais, tout était réfléchi pour que ça fonctionne autant avec nos équipes que au niveau des chiffres, tu sais. Donc, parfait, on regarde ça, les avocats regardent de leur côté les contrats qu'on a signés pour voir s'il y a quelque chose dans les contrats qui pourrait nous bloquer dans cette décision-là. Et de notre côté, je travaille avec les comptables pour travailler le prévisionnel, qu'on puisse présenter ça à la banque en disant « OK, this is what we're going to do » et que la banque nous suive. Parce que, tu sais, on a quand même on travaille avec la banque et ils font partie de nos partenaires, tu sais. Donc, on travaille ça, le plan est monté, make sense, on peut le faire. On parle avec les avocats, genre quelques jours avant de présenter. Ah non, guys, ça va pas marcher du tout parce que là, votre dette, elle est toute interreliée. Toutes vos succursales sont responsables des prêts de chacune des succursales. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous fermez une succursale, vous perdez les ventes de cette succursale-là. Par contre, la dette retombe sur les autres succursales. Donc, je dis, OK, je règle pas mon problème. Ça veut dire que j'ai toujours le même montant de dette, sauf qu'en plus, j'ai moins de ventes. So, like, it doesn't make any sense. Like, je dis, OK, très bien. On abolit le plan. C'est quoi le plan B? Écoute, plan B, on va juste restructurer la dette. On va leur proposer, au lieu de extensionner la dette plutôt que la restructurer, on va la extensionner. On va leur dire, vous nous demandez de rembourser en 4 ans, it doesn't make any sense. Like, regardez combien de remboursements on a à faire avec le taux d'intérêt actuel, etc. It doesn't make sense. Donc, on vous propose de rembourser la dette, mais au lieu de la rembourser sur 4 ans, vous nous l'extensionnez sur 10. Donc, sur 10 ans, ça veut dire que sur chaque année, je suis capable de digérer cette dette-là, je suis capable de vous rembourser, puis vous perdez rien, you know? Parce que si jamais on n'extensionne pas la dette, je ferme. You know, like, je peux pas payer. Là. Ouais, donc je leur dis, dans ma tête, it's gonna work. Like, on est une entreprise, ça fait 20 ans qu'on opère. On est quand même connu au Québec. On génère beaucoup d'argent, autant pour la banque que nos fournisseurs, etc. Like, it makes sense de trouver un compromis qui leur coûte pas beaucoup plus cher parce qu'ils vont juste me charger plus d'intérêt sur 10 ans au lieu de 4. Puis, tout le monde est gagnant. Et en fait, en réalité, quand on a présenté aux avocats, les avocats nous ont dit, non, en fait, votre dette est garantie par le gouvernement. Donc, en fait, c'était l'avantage de la dette qu'on a pris, c'est que le gouvernement garantissait que si jamais la dette n'était pas remboursée, le gouvernement remboursait la dette. Donc, c'est pour ça que c'était facile à obtenir ces prêts-là, c'est parce que la banque ne prenait aucun risque. Non. Donc, moi, je dis, OK, what's the problem? Je veux dire, c'est garanti par le gouvernement, c'est garanti par le gouvernement. Ils n'ont aucun risque, en plus, à l'extensionner. Non, parce que le prêt était garanti sur 4 ans. À partir du moment où tu changes le délai de remboursement, tu changes les conditions du prêt, donc le prêt n'est plus garanti.
Donc, tu vas aller présenter à la banque quelque chose en leur disant, bah, regarde, moi, ce que je te propose, c'est de laisser faire mon contrat de 4 ans qui est garanti à 100% où il n'y a aucun risque, ou t'embarques dans mon plan à moi, qui n'a absolument aucune garantie parce que je sais, j'ai pas une boule de cristal et je peux pas te dire à 100% que mes ventes, elles vont faire comme ce que j'ai marqué sur mon plan. Et dans 10 ans, peut-être tu as tout ton montant d'argent. Ouais. Il n'y avait pas d'avantage pour eux. Il n'y avait pas d'avantage. Donc, tu sais, je présente ça à mon équipe et mon équipe, ils me disent, there's no way. Ils vont pas le prendre, le risque. Les banques ne prennent pas de risque. Tu sais, c'est pas en it's ce a moment, business. en tout cas. Les banques, non, mais C'est la ça. banque, c'est un business comme tout autre business. Ouais. So, it needs to make financial sense. Puis là, it makes financial sense de prendre 4 ans plutôt que 10. Parce que ton 4 ans, t'es sûr que tu perds rien. Donc, tu sais, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, c'est quoi le plan C? Puis moi, I'm like, OK, we have another solution. What's the plan? Puis ils me disent, ben là, écoute, l'option, c'est que tu fermes tout, puis tu recommences. Et là, I'm like, Ça, mais c'est une je joke. recommence comment? C'est Puis, ça. Bah, tu sais, je veux dire, tout va être liquidé, tu sais, tu fermes tout va être liquidé, tu peux racheter pour une bouchée de pain, genre, tes trucs, and you can just start again. Je dis, mais je recommence avec quel argent? Ils disent, bah, je sais pas, ton argent, you know, and Mais elle va partir. I'm like, bah oui, non, mais pas l'argent de la compagnie, mais Ok, mon argent c'est ça, personnel. ouais. And I'm like, well, OK, mais, like, this is huge. Like, tu sais, là, vous êtes en train de me dire que ma seule option, c'est juste de tout fermer mes succursales and just start over. Puis ils me disent, bah ouais. Écoute, quand ils m'ont dit ça, moi, j'étais en vacances à ce moment-là. J'étais en France, j'étais en vacances. Puis I'm like, OK, this is really not what I was expecting. Genre, je pensais, vous êtes sûr, il n'y a pas un plan C, là? Il n'y a pas autre chose qui s'en vient dans le... Ça, il reste beaucoup de lettres, là. Ouais. Ouais, c'était vraiment, like, I was like, holy crap, that's like... Genre, on est passé des options qui étaient quand même, je pense, j'étais capable de vivre avec ces options-là à, OK, là, je sais pas si je suis capable de me dire que je ferme 20 ans de ma vie comme ça, là, du jour au lendemain, like, we're done, you know? Puis finalement, tu sais, j'ai pris 24 heures pour digérer. Et je me souviens que j'étais avec mon mari and we were like, I can't believe this is happening. Puis lui était genre vraiment, tu vois, je t'avais dit. Like, Oh non. yeah, I know. Mais non, mais c'est, tu sais, je le comprends, you know, Oui. it's kind of like, parce que lui, tu sais, il était dans l'angoisse depuis un moment, et puis je lui disais, mais non, it's gonna be fine, like, trust the process, it's fine. Puis là, il me dit, now do you trust the process? I'm like, yes, C'est beaucoup you need to d'émotions. trust the process. Tu sais, je continue à lui dire, écoute, si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Je lui Ouais. dis, listen, it's just, je sais que là, on est dans la tempête et qu'on a du mal à y voir clair, mais there has to be a sense to this. Tu sais, so, le lendemain, I'm like, okay, if we have to go, ça sera my rules. That's it. Like, j'ai ouvert Juliette Chocolat, je vais fermer Juliette Chocolat à ma manière. Like, no one's gonna tell me what to do. Puis là, mon équipe, okay. So I'm like, so what's the plan? Like, comment on fait pour fermer? T'sais? Puis on est parti de là. Donc ça a été vraiment, tu sais, 3 semaines super rock'n'roll jusqu'à ce qu'on finisse par dire, OK, so définitivement on ferme. Et là, j'ai comme, tu sais, organisé, j'ai parlé avec quelques personnes trust de mon équipe, tu sais, en disant, OK, guys, je dois vous le dire parce que je veux pas vous mener en bateau, puis j'ai pas envie de travailler dans l'ombre et qu'après ça vous prenne par surprise. Donc, tu sais, je l'ai annoncé aux personnes qui étaient vraiment, genre, mes piliers. Puis j'aurais dit, guys, like, tu sais, écoute, évidemment, j'étais quand même très émotionnelle, mais tu sais, j'aurais dit, listen, si on doit fermer, tu sais, il faut que ça reste entre nous parce que je veux pas que la banque prenne possession des comptes. Tu sais, qu'à partir du moment où tu commences à parler de fermeture, tu sais, c'est vraiment tabou. Hein. Parler de faillite, c'est vraiment tabou. Ouais. Tu sais, tu peux pas juste en parler casually puis espérer que tout le monde soit comme on board with it. Tu sais, à partir du moment où tu commences à parler... Tout le monde a peur parce que tout le monde a oui, peur. tout le monde Donc, va les fournisseurs perdre. veulent plus te livrer. Les Exact. employés vont te quitter plus tôt parce que, ben là, je vais plus avoir d'emploi. Donc, tu sais, like, ça peut avoir des répercussions vraiment importantes. Puis moi, je me disais, je veux finir ça propre, tu sais. Je veux vraiment, genre... Je veux pas mettre les gens dans la merde, mais je veux que, tu sais, on essaye de contrôler au maximum pour que ça soit pas une hémorragie, tu sais, générale. Et puis que, d'un seul coup, tu sais, on n'ait plus le contrôle de pouvoir payer nos équipes, de pouvoir payer nos fournisseurs, tu sais. Parce que c'est ça ce qui arrive, tu sais. À partir du moment où tu commences à dire « I have cash problems », ben, t'es plus un client intéressant. Non. Tu passes dans les comptes spéciaux. Puis dans les comptes spéciaux, c'est plus toi qui tu gères plus tes finances. Non. So, tu sais, I was like, no way. Like, there's no way que je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la décision pour moi. Genre, moi, je veux payer mes chapeaux rouges jusqu'à la fin. Je veux pouvoir payer mes fournisseurs. Tu sais, je voulais vraiment, genre, être en contrôle. So, ça a été une décision difficile. Ça a été difficile parce que moi, je suis très transparente. Tu sais, je veux pas garder de secret. Tu sais, je suis, like, I don't want drama. Like, je veux juste que les choses soient bien faites. Mais, tu sais, parfois, le système est fait que
T'as pas le Like, choix. you don't have a choice, tu sais, parfois on dit entre la peste et le choléra, c'est pas deux choix qui sont géniaux, mais you still have to pick, you know. So, moi, ma décision, c'était de dire, wow, moi, j'ai toujours dit que mon équipe, c'était hyper important. J'ai toujours dit que, tu sais, mon intégrité, la manière dont je vais finir, tu sais, like this, like, je pars avec ma réputation, like, c'est ça ce que je vais laisser en arrière, tu sais. So, je pars pas, genre, en disant, je m'en fous, ça y est, tu sais. Ouais. Non. Tu veux pas avoir l'impression d'abandonner. J'ai quand même une question, parce que, tu sais, là, tu parles, tu veux payer tes chapeaux rouges jusqu'à la fin, tout ça. Comment tu fais pour, tu sais, parce que là, mettons, tu te rends compte qu'il y a un déficit, il y a la dette, il y a tout ça. Est-ce que tu as quand même, tu sais, tu disais que tu voulais avoir les reines, est-ce que tu as pu quand même les avoir pour payer tout le monde jusqu'à la fin? Ça, Mon c'est objectif, hot. c'était payer tous mes chapeaux rouges jusqu'à la fin. Je dis, si j'ai assez, je veux payer tous mes fournisseurs. Ouais. Puis après, le reste, je veux pour la banque. Tu sais, j'avais toujours dit, like, no offense, parce que la banque a toujours été un très bon partenaire. C'est pas que, mais you have to make choice. Tu sais, si je dois regarder entre l'employé qui doit payer son loyer à la fin du mois et qui a tu sais, aucun plan de secours et la banque qui, je pense, est quand même mieux placée, tu sais, il faut choisir. Mais Tu sais, oui. comme je dis, c'est pas idéal. Si je pouvais, je paye tout le monde, mais j'ai plus assez pour payer tout le monde avec le cash qui me reste en banque. So, il faut que je choisisse, tu sais. Donc pour moi, c'était vraiment genre, je veux payer jusqu'à la dernière journée mes chapeaux rouges. Wow. So, ça, c'était ma priorité. Genre, c'est mon équipe, c'est ma famille, quoi. Tu sais, j'ai passé 20 ans avec eux, c'est eux qui m'ont permis d'ouvrir toutes les succursales, tu sais, c'est like, you don't leave them down, tu sais. Donc j'ai dit non, eux c'est la priorité. Mes fournisseurs, j'ai travaillé, je suis quelqu'un d'hyper fidèle, là. Je change pas, tu sais, au tout bout de champ, ça coûte 10 cents par je vais aller là, tu sais. Donc mes fournisseurs c'était mon deuxième, tu sais, fallback, like I have to try au maximum de contrôler, tu sais, les dépenses, enfin de contrôler ce que je peux payer, puis après la banque. Finalement, j'ai quand même réussi à payer quand même pas mal de monde, mais tu sais, il y a des fournisseurs, ce que j'avais pas calculé, puis ça a été un peu ma déception, c'est que je voulais vraiment que ça soit bien fait, mais quand tu le fais dans la précipitation, avec l'émotionnel qui rentre là-dedans, parce que je veux dire, quand tu décides de fermer une succursale, c'est une chose. Moi, je fermais 10 compagnies, quoi. Tu sais, je veux dire, je fermais 10 compagnies, il fallait que je pense à tout, il fallait que je pense à ma famille aussi, en me disant, tu sais, je vais pas me retrouver dans la merde après, quoi. Je vais pas me retrouver avec des dettes à n'en plus finir, que je dois perdre la maison, enfin, tu sais, donc je dois protéger mes arrières aussi. Et tout ça dans un délai quand même super court, parce que, je veux dire, chaque Ça a semaine été vite, qui là, passe, tu nous as parlé de juillet, fait que, tu sais, ça a été 2 semaines et demie. Oh c'est pour ça my qu'il y a God. il y a des gens qui pensent, tu sais, que c'était prémédité depuis genre un an, non. Oui, Like, puis moi, je trouve c'est ça ça. vraiment pertinent que tu nous partages ces derniers mois, comment ça s'est passé, parce que moi aussi, j'aurais cru que c'est plus une accumulation de hey, Ouais. ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans que ça va mal, puis on n'a jamais rentré dans notre Non, argent. Puis non. en fait, tu viens de l'expliquer, puis moi, je trouve ça fascinant de voir que comme t'étais pas tant dans la merde, tu t'en avais de l'argent devant toi, mais C'est c'est juste ça. que les conditions étaient irréalistes, t'allais pas y Irréalistes. arriver. C'était plus puis logique. T'as là. pris la bonne décision. Puis comment ça se passe quand finalement t'annonces que tu fais faillite? C'est là, t'es ici aujourd'hui. C'est quoi qui se passe maintenant? bah, si je retourne au 7 août, le 7 août, je vous disais, le moment le plus difficile avant ça, c'était quand j'avais écrit à mes équipes en disant on ferme. J'avais pas fermé depuis 20 ans, ça, pas 20 ans, mais 18 ans. C'est vrai que je reviens pas que je fais ça alors que, tu sais, tout allait bien. Et la deuxième journée la plus difficile, enfin la première journée la plus difficile, parce qu'après celle-là, Ouais. genre, c'est vrai que finalement celle-là c'est la plus difficile, c'est quand j'ai dû faire ma réunion. Donc moi, le dimanche, on a dit ok, on ferme le dimanche soir. Je voulais rester ouvert pour le week-end, parce que c'est des grosses journées et que je voulais rentrer un maximum de cash pour la banque. Tu sais, je voulais quand même rester responsable. Tu sais, je voulais pas partir en laissant rien dans les comptes. Et c'est pour ça qu'on l'a fait rapidement, parce que je sais que je perds de l'argent toutes les semaines. Donc même si j'ai assez d'argent pour tenir jusqu'à après Ça sert à Noël, rien. genre de toute façon après Noël, I won't have anything. Donc je préfère laisser un maximum pour la banque pour rembourser la dette. Et puis la balance, ils prendront, tu sais, comme le gouvernement garantissait, je me Exact. disais, ils vont rien perdre, mais au moins, tu sais, I'm doing the responsible thing, tu sais. J'attends pas en espérant qu'il y ait une bonne étoile qui me tombe dessus, tu sais. Donc, c'est sûr que la fermeture, je l'ai planifiée en me disant, je vais pas fermer, genre, un mardi, tu sais, genre, je fais aucune vente lundi, mardi, mais par contre, si je peux tenir 3 jours de plus et garder le week-end, ça fait une grosse rentrée de cash pour la banque, which is good. Donc, j'ai décidé de fermer le lundi. Sur le dimanche, tu sais, mes équipes, ils ferment comme si on réouvre le lundi. L'horaire est fait comme si on réouvre le lundi. Tu sais, tout le monde pense qu'on réouvre le lundi. Moi, dans ma tête, Personne je le sais. sait. Ouais. Moi, je sais que le lendemain, je fais une réunion d'équipe. Puis moi, je veux pas écrire trop tôt à mes équipes que je fais une réunion d'équipe, parce que je veux pas les paniquer. Je veux pas qu'ils disent comme, like, what's happening? Tu sais, je veux qu'ils dorment. Puis le matin, tu sais, j'envoie un message en disant, hey guys, on va faire une réunion d'équipe demain, à telle heure, etc. Puis là, je commence à sentir quand même les gens sont un peu stressés. Et là, ben, like, il faut bien que je leur annonce. Ah là, ouais. que, bon, je veux pas qu'ils arrivent au travail puis que la porte soit fermée. Bon.
Et donc, je fais une réunion Zoom avec toute mon équipe. Puis là, je leur annonce. Puis là, je m'étais promis de pas pleurer, mais j'ai pleuré, genre. C'est sûr. It was just the hardest call, like the hardest call. Puis tout le monde pleurait au téléphone. Like, je voulais les voir, tu sais, je pouvais pas être partout en même temps. Donc, Zoom était la seule manière que je puisse voir tout le monde. Rive Nord, Rive Sud, like everyone. Puis, tu sais, je dis, je suis vraiment désolée, guys, but it's the end of the road. Like, on doit fermer, tu sais. Puis là, tout le monde, like, tu sais. Ouais. Puis là, je leur dis, j'aurais tellement voulu pouvoir vous le dire plus tôt, mais si je vous le disais plus tôt, je courais le risque que ça s'ébruite, et si ça s'ébruitait, je contrôlais plus la fin. Puis tu sais, moi, je voulais être sûre de pouvoir vous payer, vous allez payer jusqu'à la fin, etc. Tu sais, tout a été coordonné, tout a été ordonné pour que vous soyez payés jusqu'à la fin. Puis là, tu sais, tout le monde, tu sais, je me sentais tellement mal, je me disais, il y en a la moitié qui vont être comme, what the fuck, genre, comment elle nous l'a pas dit? Tu sais, ce sentiment de comme, tu sais, pas avoir été honnête jusqu'à la fin, mais je pouvais pas vous le dire, tu sais, mais je dis, si je vous l'avais dit, et que vous n'aviez pas été payé, vous auriez été encore plus fâchés. Donc, c'était le choix de... Soit je vous paye, puis vous m'en voulez un petit peu parce que je vous l'annonce ce jour même, soit je vous l'annonce avant, puis vous m'en voulez parce que je vous paye pas à la fin, puis vous dites, ouais, c'est vraiment... Enfin, tu sais, mais le système est compliqué, puis je leur dis, je peux pas rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines, mais je dis, tu sais, vous avez été une équipe extraordinaire, etc. Donc, tu sais, bref, on finit là-dessus, horrible, je raccroche, je suis en pleurs, c'est atroce. Et puis là, j'ai eu plein de messages, tout le monde m'écrit, Juliette, si tu as besoin d'aide, on peut venir t'aider, est-ce que tu as besoin d'aide pour aller fermer les restaurants? Ça, je dis non, on peut plus rentrer dans les restaurants. Maintenant, c'est plus notre propriété. Tout ce qui est dans le restaurant, ça reste dans le restaurant. Tout ce qui est dans les comptes en banque, c'est à la banque. Je dis maintenant, tu sais, Juliette Chocolat nous appartient plus. Like, on a fait faillite, puis on n'est plus propriétaire des biens Juliette Chocolat. So, voilà, ça se finit comme ça, tu sais, vraiment, vraiment intense. Mais tout le monde a été vraiment tellement compréhensif. Genre, c'est vraiment rare. J'ai écrit à tous mes chapeaux rouges. J'ai envoyé des lettres à tous mes chapeaux rouges. J'ai écrit des lettres, tu sais, des lettres spéciales pour chaque personne qui avait des rôles importants. Tu sais, tous mes compagnons chefs, mes compagnons. Tu sais, je veux dire, j'ai des personnes qui étaient avec moi pendant des années. So, je voulais quand même pas les laisser en disant juste un message général. Tu sais, il fallait bien que... J'avais 350 personnes dans mon équipe. Tu sais, il fallait bien que j'écrive un message général. Oui. C'est vraiment beaucoup de personnes, tu sais, mais je voulais écrire, tu sais, des messages privés pour chaque personne, tu sais. Donc, j'avais prévu... Ça, c'était dans mes 2 semaines. Là. J'avais rédigé le soir quand j'arrivais pas à dormir, je rédigeais mes messages. Je pleurais la nuit. Je me disais, il n'y a personne qui me voit, c'est parfait. Tu sais, genre, j'ai l'air d'un... Je sais pas, horrible. I don't know what I look like, mais c'était vraiment pas beau. Mais tu sais, je voulais vraiment comme finir bien, tu sais. Et qu'est-ce que je voulais dire après? On a fermé. Et là, oui, c'est ça. Genre, littéralement. J'ai juste fermé les portes. J'avais pas encore mis sur la porte un message qui disait que j'ai juste fermé les Juliette Chocolat. Littéralement, genre... 5 ou 6 heures après, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. What's happening? Pourquoi Juliette Chocolat est fermé? Ah oui, les articles a commencé. Tout le monde. Mais ça a été genre... Ouais. Et là, je me suis dit, thank God que j'en ai pas parlé. Ah ouais. Parce que, tu sais... Ça aurait été l'enfer. Il suffit, j'en parle à mon ami, j'en parle à mon ami, j'en parle... Tu sais, like, ça a été comme comme on dit, une traînée de poudre, quoi. Ouais. Tellement rapide. Et le lendemain, mon téléphone ringing off the hook... Toute la presse qui voulait m'appeler, genre, c'était fou. Puis moi, j'avais appelé mon PR, ma personne PR, et je lui avais dit, écoute, voilà, je te l'annonce avant tout le monde. Je viens de parler j'avais raccroché avec mon équipe, j'ai parlé à elle directement après. Écoute, je te l'annonce, j'ai fermé tous les Juliette Chocolat aujourd'hui. Je veux être présente sur les médias. Je veux pas me cacher derrière la faillite, je veux vraiment parler. C'est Juliette Chocolat qui ferme, c'est Juliette qui a fermé. Like, I want to talk about it, so est-ce que tu peux m'accompagner dans le... Puis elle m'a dit, ouais, ok, parfait. Et puis là, je te dis, là, ça ne cessait plus. Genre, j'ai intense. Genre, du matin au soir, j'étais sur les radios, à la télé. J'avais l'air en plus, c'était horrible. Mais I was like, I don't care. Like, it is what it is. Je suis passée sur toutes les plateformes. Genre, ça a été tellement un bruit monstre. Puis, tu sais, you have to face all these people. Puis, tu sais, évidemment, tout le monde commence à écrire sur... Tu sais, il y a tous les articles qui apparaissent, tout le monde met des commentaires. T'as du bon, you got good and bad, you know, c'est normal. Et je dois gérer en parallèle, genre, tous mes projets en cours, tu sais, parler avec mes fournisseurs, je dois parler, tu sais, ça a été vraiment intense. Mais aujourd'hui, on a redémarré. Ah! Ouais! Mais là, c'est ça, je me disais, parce que tu as dit, je parlais avec mon équipe, puis tout ça, puis tu sais, t'as l'air bien et tout. Oui, ouais, je suis comme... je suis fatiguée, parce que j'ai pas eu le temps de m'arrêter. mais moi, j'avais dit, quand j'ai parlé avec les médias, j'avais dit, listen, parce que quand on a pris la décision de fermer, j'avais dit à mon mari, listen, on a des contrats dans lesquels on s'est engagé. On va parler avec les gens avec qui on a des contrats et leur dire, c'est votre choix, vous avez le droit de vous rétracter du contrat. Tu sais, le contrat était quand même fait solide que
si on avait voulu, on aurait pu les forcer de continuer, mais c'est pas ça un contrat. Non, Si tu non. travailles avec quelqu'un, il faut que ça soit, que chaque partie ait envie d'y être, you know. So, j'aurais dit, listen, je comprends que la donne a changé. Tous nos restaurants ferment, tout ferme, like, c'est la shit show totale. So, if you want to back out, on comprend, il n'y a pas de problème, mais je veux quand même vous laisser le choix de pouvoir continuer ou non avec nous, parce que moi, selon votre réponse, si je continue, il faut que je planifie la relève, you know, parce que moi, mes contrats, il y avait des trucs où j'étais responsable de la production, etc. Donc, je voulais savoir dans quoi je m'embarquais, tu sais. Puis là, tu relances, c'est Juliette et Chocolat qui recommence. Ouais, donc là, Le même concept. En fait, on a, quand les personnes avec qui on avait des plans ont dit on continue avec vous, en fait, quasiment 95% des personnes m'ont dit on continue. Ben oui, parce que Wow. t'étais fiable Mais c'est depuis ça. 20 ans. Mais quand même, j'étais pas sûre, tu sais, je me disais, like, Ouais. mais je me dis, OK, so, j'ai vraiment un bel engagement. Je dis à mon mari, écoute, on continue, on réouvre juste l'atelier. Donc, l'usine qu'on avait, tu sais, l'usine aussi a fermé parce que l'usine Ouais, était sous la oui, même c'est ça. umbrella. Donc, je dis, on réouvre l'usine, enfin l'atelier, on l'appelle l'atelier maintenant, on réouvre l'atelier. On prend des personnes de notre équipe qui veulent continuer avec nous. Et on recommence tout petit. Tu sais, on recommence boutique en ligne et on gère les dossiers, tu sais, les contrats avec qui on avait des plans, you know. So, ça, c'était le premier plan. Puis, on avait une franchise qui était in the works. Et puis, eux, ils étaient vraiment fâchés. Eux, ils étaient comme, I can't believe it. Like, Ouais. J'étais genre, écoutez, je suis vraiment désolée. Like, même chose. Si je vous l'avais dit, ça serait bruté. I just Oui. can't. Tu sais, Ça les aurait affectés eux aussi encore plus. mais eux, pour eux, tu sais, c'était comme ça faisait 6 mois qu'on planifiait. Tu sais, on se disait, non, mais attendez, ça fait pas 6 mois qu'on planifie, quoi. Il faut arrêter de penser que, tu sais, comme tu dis, l'histoire de comme ça va mal depuis des années. Puis, C'est ça, like, finalement. non, il n'y a pas que ces cas de figure-là dans les faillites, you know. Puis, donc, finalement, eux, ils ont décidé de continuer. Donc là, on ouvre dans quelques jours un nouveau Juliette de chocolat. Ça. Oh my god, j'ai des frissons, c'est tellement intense. I know, je te dis, moi, I'm like, mais tu sais, j'ai dit à mon mari quand on fermait, I was like, listen, trust the process. Et lui, il m'a renvoyé mon trust the process dans ma figure en me disant, de quoi tu parles, trust the process? What are you talking about? And I'm like, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre dans les cartes. I'm like, tu sais, je sais que là, c'est vraiment le bordel, mais ça va se replacer, tu sais. I'm like, we have to be, tu sais, il faut qu'on y croie. Ouais. On n'a pas Faut être construit quelque chose résilient. pendant 20 ans pour que tout s'écroule et qu'il n'y ait rien qui reste de ces 20 ans-là. You know, je dis, c'est peut-être pas des commerces, peut-être qu'on ferme tous nos commerces, c'est peut-être quelque chose de complètement différent, mais on a quand même construit, tu sais, genre, des connaissances, des partenariats, tu sais, like, on a notre réputation aussi, Ouais. we've built something, tu sais, c'est pas juste Juliette Chocolat. Donc, je dis, can we trust that at least? Tu sais, on a de la valeur. Parce que, tu sais, tu te remets Ouais. beaucoup en question quand tu fais faillite. Tu te dis, c'est sûr, tu sais, vraiment. is it me? Like, est-ce que j'aurais pu faire différemment? Like, non, mais il y a de la valeur dans ce que tu as construit, you know? Mais merci sincèrement de ton partage. Puis on est content d'entendre que d'ici quelques jours, maintenant en fait quand les gens vont l'écouter, la nouvelle succursale va avoir ouvert. Puis Ouais. écoute, on aurait pu continuer à en parler longtemps. I know, là, ça ouais. c'est certain, le temps a filé tellement vite, mais là malheureusement on doit y aller. Mais sincèrement, t'as fait preuve d'une grande résilience, Ouais. ta passion se sent, puis on est heureuse d'entendre Ouais. que tu continues dans la même branche. Puis merci Puis, d'en parler. Tu sais, ouais. dans la tête de plusieurs personnes, la faillite, c'est comme une finalité de ta vie extrême. Puis, tu sais, on le sait, là, plusieurs grands entrepreneurs l'ont vécu 1, 2 fois. Puis, tu sais, il y a quelque chose après la faillite. Puis, tu redonnes probablement de l'espoir à beaucoup de gens qui sont peut-être dans une tempête similaire à toi. Donc, merci de faire ça pour les autres. Merci de ton Plaisir. ouverture, puis Ça on me te fait souhaite très du plaisir. Merci à succès. vous de m'avoir invité. Ouais. Ça fait ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, Bonne vous journée. aussi. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.